Est-ce qu'on fait... De la coke. Oh, nice. Got some? Non, mais est-ce qu'on fait un petit retour sur le fait que, dans le fond, on a de la misère à faire des hebdomadaires parce qu'on est trop occupé de ce temps-ci, c'est l'été qui a pogné, puis tout, c'est comme de fait, moi, les 2 prochaines semaines, je vais être à l'extérieur. La semaine passée, vous étiez à l'extérieur. Ça va être difficile d'en faire. Je pense que c'est déjà ça l'intro, dans le fond. Ouais, Parce que ça, tu l'as bien parti, expliqué. Ouais. What's up, la gang? Yeah. Ben, excusez, là, vous étiez dans notre conversation plus personnelle, moins, genre, show. Non, mais attends un peu, par contre. Mais c'est ça. Ok, Ouais. non, mais ça a commencé avec... De la coke? Ouais. C'est une blague. C'est une blague. Ouais. C'est une blague. Je vous jure, c'est une blague. Non, c'est vraiment une blague. Surtout qu'en plus, aujourd'hui, on a parlé avec un nutritionniste, puis on est là, on parle de sport, puis on commence à... Tu la poudre? Non, c'est des blagues. C'est des blagues. Mais on s'injecte à 11h. Bon, non, pour vrai, la gang, c'est un podcast que là, Antoine n'est pas là parce que justement, il vient de partir sur un contrat, comme Frank l'a dit. Ces temps-ci, c'est l'été, on est overbooked, on essaie de continuer à sortir des trucs. On va sortir des trucs juste les 3 ensemble et tout. Ouais. Mais tu sais, il faut se rappeler, nous autres, c'est pas notre main job faire des podcasts. On fait ça pour le fun, puis aussi pour advertise le fait que cette salle est allouée quand vous avez des projets corporatifs. Fait que c'est un peu ça le concept. Mais là, ça, c'est un qu'on avait crissement hâte de faire. Ouais. Avec Ben Boulanger, man, qui est un nutritionniste au doctorat en ce moment. Athlète professionnel. Athlète professionnel de CrossFit. On l'avait vu sur le Sans Fil podcast, le Pika podcast. Et j'avais d'autres questions. Fait que là, j'étais comme, ça vous tente-tu de jaser de nutrition? Puis je pense que c'est toi qui avais soulevé le point, en fait, que tu voulais recevoir plus de professionnels. On a beaucoup d'humoristes puis de gens du divertissement au Québec, là, mais de réussir à avoir des gens qui sont plus dans des domaines d'études nichés, puis d'aller chercher leurs opinions par rapport à ça. C'est du point de vue de 3 gars qui connaissent fuck all. Ouais, non, puis en plus, la discussion a été vraiment intéressante parce que le gars, il vulgarise super bien aussi, là. Fait que, tu sais, il y a quelques fois que j'ai comme fait, wow, t'as un peu Ben, qu'est-ce que tu me dis là? Ouais. Mais c'était vraiment intéressant, puis tu sais, on a fait quoi, 1h20 environ, puis on aurait pu continuer. Au pire, on en fera un part 2 avec lui, pour vrai, parce que ça sonnait bien, ça avait vraiment un bon son. Merci à Long & McQuaid encore. J'étais chauffé flotte son mec. Ouais, Long & McQuaid, Québec et Lévis, shout-out, vous savez qu'on les aime du fond du cœur. Puis sinon, honnêtement, on vous laisse aller dans l'épisode, juste résumer rapidement ce qu'on a fait. On a fait notre nouveau concept des 60 secondes, on le blast de questions. Puis évidemment, un nutritionniste, sa réponse généralement c'est « ça dépend », ou puis les réponses sont souvent beige, fait que là on l'a un peu corner en faisant genre « qu'est-ce que tu fais pour perdre du poids », puis là ça le stun un peu, tu sais. Mais on a fait ça à la blague, puis après ça on a vraiment debunk tout le truc, fait que je pense qu'il y a des bonnes informations à aller chercher pour tout le monde, que vous soyez un sportif ou pas, vraiment, tu sais, souvent ils parlaient beaucoup de sport dans les autres podcasts, là on est allé dans plein de directions, on a parlé d'alcool, on a parlé de nutrition générale, on a parlé de perte de poids générale, fait que voilà. On n'est pas les plus articulés pour parler de ça. Fait que voici 3 gars qui connaissent rien en nutrition avec un nutritionniste. Bon podcast. Puis on fait l'intro, on l'a fait après. Fait que dans le fond, on start direct. Je te grind des questions. T'es-tu prêt? Ouais. T'es-tu prêt? Ok. Ready. Alors, Ben, est-ce que c'est possible pour tout le monde de perdre du poids? Ça commencerait là. Ça partait fort. Non, ok. Crois-tu au jeûne intermittent? Non. Est-ce que la consommation modérée d'aspartame peut augmenter les risques de cancer? Non. Le vin rouge, ça peut réellement avoir des bienfaits selon toi? Oui. Ok. Est-ce que bien manger, c'est simple selon toi? Oui. Est-ce que couper le sucre ou le gras, c'est la solution pour une perte de poids? Nope. Est-ce qu'il y a des diètes meilleures que d'autres? Non. Peut-on se fier au guide alimentaire canadien aujourd'hui? Oui. Pouvait-on se fier au guide alimentaire canadien avant? Oui. Est-ce que selon toi, on est bien éduqué en tant que société concernant la nutrition? Non. Penses-tu que les réseaux sociaux sont négatifs quant aux conseils en nutrition? Faut pas dire non. Ils sont pas négatifs. T'as fait un double négatif, je suis tout fourré. C'est pas grave, c'est la dernière. C'est bon. Ok, on a quand même déroulé. Il y a beaucoup de nuances dans tout ce qui est dit. Définitivement. Surtout la première. Définitivement. Ben, c'est ça le but, en fait. Merci d'être avec nous, Ben, aujourd'hui. Là, on te rentre dedans, on te clenchait demain, mais avant qu'on réembarque dans le debunkage de ce qu'on vient de faire, de ces sans opinions,
Est-ce que tu peux... Plugger le titre de l'impro dans une impro, c'est pas bon. Non, t'as-tu fait de l'impro? Ouais, un petit peu. Ah, pour vrai? Ok, bon, parfait. On peut se comprendre que ce que je viens de faire, j'ai honte. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, un peu pour expliquer à nos auditeurs qui tu es? Ouais, je suis nutritionniste depuis 2 ans environ, 2 ans et demi-ish. J'ai fini le bac. Je suis tout de suite embarqué à la maîtrise. J'ai quand même clenché ma maîtrise, puis là, j'ai starté mon doctorat. Pour ceux qui connaissent un peu le monde de la nutrition à Québec, là, j'ai fait ma maîtrise avec Simone Lemieux, qui est justement une goat là, dans le sujet des comportements alimentaires. Puis mon doctorat, je l'ai fait avec Vicky Drapeau, dans l'équipe de Vicky Drapeau, là, qui est une super belle équipe de recherche à l'Université Laval. Toujours dans des sujets de comportement alimentaire, de stigma autour du poids, mais aussi tout ça avec un background de nutrition sportive. Okay. Au final, moi, dans ma vie, j'ai 2 pans là, très importants, même 3, là, on va dire, je vais inclure ma blonde puis mon chien là-dedans. Au final, j'ai justement tout le côté nutritionniste, recherche en nutrition, etc. J'ai une business aussi en nutrition, mais je suis aussi athlète professionnel de CrossFit, donc je viens beaucoup merger ces 2 affaires-là. Puis moi, dans ma vie, je peux pas faire l'un abstraction de l'autre. T'sais, dans ma recherche, dans mes intérêts en recherche, il y a toujours un côté où le fait que je suis un athlète rentre en compte. Même chose là, dans le contraire. Fait que ma vision de la nutrition, ma vision aussi du sport en général mixe ces 2 choses-là ensemble. Puis j'utilise beaucoup des acquis que je fais justement à l'école pour venir nuancer le discours public souvent. J'aime beaucoup la vulgarisation en général. Fait que je pense que c'est ça ma force dans le milieu. Justement, de ne pas être centralisé seulement sur le sport, d'être un gros gars de gym qui parle de gym puis qui fait de la recherche sur les gars de gym, mais aussi de faire justement de lire toute la littérature scientifique possible sur la grossophobie, sur le lien entre le poids et la santé, puis finalement aussi sur la nutrition sportive, puis de faire le mix de tout ça. Puis qu'est-ce qui t'a amené vers la nutrition, évidemment, là, comme tu l'as dit, tu es un athlète puis tout, mais tu aurais pu décider d'être kin, tu aurais pu être ergo, etc. Ouais. Quand est-ce que tu as, je sais pas, mettons, à l'université, au début au bac, c'est tout de suite nutritionniste ou bien tu te formes vers... Ouais, faut comme tu décides plus tôt, parce que tu sais, au cégep, tu as sciences nat, sciences humaines, faut quand même t'être ton sciences nat pour faire nut, puis nutrition, c'est un tremplin pour médecine beaucoup, là, fait que ça fait monter énormément la cote pour rentrer. Moi, je commence mon cégep, puis je derpe un peu, là, ça commence un peu rough puis, au niveau des notes. Puis là, je réalise que finalement, je vais aller en nutrition. Ça vient beaucoup de tout le côté gym bro. Là. J'ai commencé dans un gym conventionnel. Ma famille, ils sont toutes cooks, là, très intenses en cuisine, tout ça. Fait que la nutrition baignait là-dedans. Puis là, quand tu commences en entraînement, gym, etc., t'as 16 ans, c'est sûr que tu tombes dans la nutrition vite. Puis pas nécessairement dans les bons côtés, là, mais reste que ça devient ça comme un côté très attrayant de la chose. Puis c'est là justement que j'ai décidé, j'aimerais ça étudier là-dedans beaucoup. Puis tu sais, c'était beaucoup le côté recherche, moi, qui m'allumait. Là, lire une étude scientifique, je trouve ça vraiment hot. Puis j'étais comme, ça existe, ce monde-là. Oui, on est tous de même en recherche. OK. Puis là, c'était comme, man, le gars qui a écrit ça, c'est malade, man. C'est un expert là-dedans. Puis genre, ils peuvent se parler entre experts puis écrire un papier là-dessus. Je trouvais ça fou. Fait que j'ai réalisé que ça prenait des méga notes. Fait que là, ça en est parti le grind pour terminer mon cégep avec la cote possible pour rentrer en NUT. Là, je dis NUT depuis tantôt, puis je vais me faire niaiser par mes amis qui disent NOT, mais c'est NUT. These nuts. Ouais, c'est ça. Voilà. Fait que... facile. Puis là, puis au final, justement, j'ai passé vraiment sa fesse. Là. Genre 2 semaines avant le début de la session, j'avais aucune université qui m'avait accepté en nutrition. Je faisais juste comme attendre, puis être comme... je suis sur la liste d'attente, ça va être correct. Puis là, je me rapprochais de 0, là, de me rapprocher d'être le prochain. Puis là, il restait 2 semaines, puis il n'y avait rien. Puis finalement, j'ai pu passer. Là, fait que tout ça a parti de là. Mais ça a vraiment failli pas arriver, tout ça. C'est quoi la coteur pour le fun pour rentrer là? Moi, quand je suis rentré, j'étais avant-dernier de la liste d'attente à avoir passé, j'avais 33.4. Tabarnak! C'est pas bad. C'est quand même vraiment bon. 33.4, c'est très élevé. Mais ça varie énormément parce que, mettons, une année que tout le monde de med l'utilise comme tremplin, ça jack up l'année d'après. Puis après ça, vu que ça l'a jacké up, tout le monde l'utilise plus. Fait que là, tout le monde va en physio, en ergo, puis ça alterne. Fait qu'entre les années, il y a des années que tu peux rentrer à 32. Il y a des années qu'à 33,5, tu rentres pas. Tu sais, c'est comme... C'est fuck all de même. Ok. Si, mais crime, c'est que parcours, dans le fond, qui est très utile à ta vie en général. Là, Vraiment, mais tu vas voir, au final, j'embarque là-dedans en mode nuit sportive,
athlète, tout ça, j'ai encore mon rêve de devenir athlète professionnel, etc. Puis je réalise qu'en recherche, c'est pas ça qui me fait triper. Que la nutrition sportive, j'ai rapidement tombé dedans très intensément. Je me suis formé beaucoup, j'ai assisté à beaucoup de conférences, même avant même d'être dans le bac, tout ça. Puis je tripais vraiment intense. Puis finalement, je réalisais de plus en plus que mais les gens qui ont besoin d'aide sont ailleurs qu'en nutrition sportive, ou les gens en nutrition sportive, ils ont peut-être besoin d'aide autre que le 0.1% qu'on peut aller chercher avec le timing de tel supplément. Puis c'est là que je suis tombé dans le comportement alimentaire beaucoup. Puis de découvrir comme cet éventail-là de solutions, puis de problématiques complètement autres à la nutrition sportive, que c'est sûr que ça va revenir dans toutes les réponses que je vais vous donner, parce que c'est vraiment ça mon dada, là, vraiment de loin. Là. Ouais. C'est quoi qui fait en sorte que tu dis que tu veux encore aspirer à être un athlète professionnel? Tu l'es quand même déjà présentement avec le CrossFit, mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu es un professionnel du CrossFit? C'est le meilleur gag ever, parce que au gym, il y a plein de monde qui, pas mon gym, mais les gyms au Québec en général, il y en a plein qui... moi, longtemps, j'osais pas dire ça, alors que j'étais relativement payé, peu cher, mais payé pour m'entraîner. Qui paye? Je pense que des compagnies. Des sponsors, mettons, de nutrition, ouais, c'est ça. De gear, de CrossFit, de suppléments, de plein d'affaires. Fait que... mais là-bas, si c'est comme dans le snowboard puis le skateboard, techniquement, t'es un professionnel parce que t'as des commanditaires puis tout ça. Exact. Bon, mais tu l'as atteint ton but. C'est réglé, on peut. C'est terminé. Merci, salut. Mais tu sais, reste que t'as pas tort. Moi, souvent, je le dis, là, je racontais tantôt, là, j'ai complètement oublié vos noms. C'est pas grave. Alexis. Antoine. Alexis, Antoine. Roger. Non, c'est pas ça. Frank. Alexis, ok, c'est bon. Je racontais à Alexis tantôt que j'ai pas atteint mon but cette année de me qualifier aux mondiaux. Puis tu sais, reste quand même que moi, j'ai pour discours de dire que justement, c'était quoi mon rêve? Tu sais, juste la finalité? C'est-tu juste de me qualifier aux mondiaux, puis après ça, now what? Je suis comme, il se passe plus rien. Mais c'est faux, là, mon rêve de petit gars, moi, c'était de justement vivre, de m'entraîner, puis d'essayer de me qualifier à une compétition, puis de tout faire pour, voire même me faire payer pour ne pas travailler, puis m'entraîner pour atteindre ce niveau-là d'excellence. Mais au final, la finalité, c'est pas une finalité, c'est le chemin pour me rendre qui est mon rêve. Fait que techniquement, je vis mon rêve depuis le début. Ouais. Le moment où j'ai décidé d'essayer ça, t'sais. Fait que t'as pas tort. Je suis quand même d'accord avec toi que je l'atteins. Bravo, mon rêve, man, parce que comme je disais juste avant le podcast, man, moi je vous trouve complètement débile les crossfitters, puis déjà d'être à des qualifications pour des mondiaux, man. Bravo. Mais en général, les sports de très haut volume d'entraînement, puis même en général, quand tu te rends un haut niveau de performance, il y a un côté genre déconnecté. Il faut vraiment que tu te rendes loin, puis que tu te rendes deep dans la douleur pour des raisons qui sont absurdes un petit peu. Là, fait au final, il y a tout ce côté-là qui est, un peu malade dans le temps. Je viens de commencer le Tour de France saison 2, man. Mais moi, tout, j'ai cassé. Moi, j'adore ça. Mais c'est un hyper bon exemple de justement comme... OK, c'est déconnecté de la réalité. Personne va mourir à la fin de cette course-là. Mais il l'attaque de la même façon que s'il ralentisse, il y en a un qui se fait gonner dans la tête. Genre, ça n'a aucun sens, la pression que ces gars-là peuvent se mettre. Mais rendu là, c'est aussi l'argent qui rentre en jeu. Là, fait que... on pousse les limites du corps humain de plus en plus, c'est fou. Parlant du corps, justement, je t'ai fait buzzer sur la première pas mal fort. Je m'attendais pas à ça. Est-ce possible pour tout le monde de perdre du poids? Je sais même plus ce que j'ai répondu, mais la vraie réponse, c'est oui et non. Là. En fait, la réponse, c'est oui, mais en santé, pour améliorer sa santé, pas nécessairement non. Fait que tu sais, c'est sûr c'est possible de perdre du poids. Si vous tombez malade, vous allez à l'hôpital, vous êtes alité, vous allez perdre du poids. Le fait de, justement, avoir un apport réduit en énergie par rapport à ta dépense, on entend ça 1 million partout, là, finalement, tu vas finir par perdre du poids. Mais tu sais, ça veut pas dire que tu as amélioré ta santé, tu sais, par la perte de poids. Fait que ça, c'est un énorme bémol à faire, parce que si je dis juste... C'est pour ça que j'ai dit non. Parce que je voulais pas dire oui. C'était un non qui voulait juste pas dire oui, dans le fond. Parce que il y a des gens pour qui, justement, génétiquement, vont tendre vers un certain poids, qu'on va parler, mettons, du poids naturel, puis qui va faire que ça va être plus élevé que ce qu'on considère comme le poids santé, des choses comme ça. Puis on va pas nécessairement vouloir perdre du poids pour améliorer leur santé. Au contraire, même une perte de poids pourrait même être néfaste pour eux dans cette situation-là, alors qu'on verrait leur corps, puis on se dirait, dans la société en général, ils devraient perdre du poids. Tu sais. Fait que la notion de est-ce que tout le monde peut perdre du poids, c'est oui, mais est-ce que tout le monde devrait perdre du poids, c'est non. Tu sais.
Vraiment pas. Mais pour faire du pouce sur ce que tu dis, dans le fond, la notion du poids santé qui est genre un chiffre, c'est complètement absurde. C'est complètement absurde. Parce que tu sais, moi j'aime souvent représenter le poids naturel dans l'équilibre de 4 sphères de nos vies. Santé mentale, santé physique, activité physique, alimentation. C'est genre blend à mort comme exemple. Mais quand on donne des caractéristiques à chacune de ces sphères-là, on comprend. Mettons, tu tombes en dépression, fait que tu as un débalancement au niveau de ta santé mentale. Puis je sais pas, moi, ça te fait arrêter de bouger complètement. Tu vas justement débalancer cet équilibre-là, puis tu vas tendre vers un poids probablement plus élevé à travers les années. Donc, oui, concrètement, tu as pris du poids qui t'a fait te rendre, on va dire, en moins bonne santé, mais la réalité, c'est que le problème à aller régler, c'est peut-être ta dépression, ton non-activité, etc., et non là, de commencer n'importe quelle diète de je sais pas quoi. T'sais. Fait que le but, essentiellement, c'est de rééquilibrer ces 4 sphères-là pour tendre vers ton poids naturel. Même chose à l'inverse. Si tu rentres dans une diète super restrictive, super intense, tu coupes plein d'aliments, ben, tu vas avoir un débalancement au niveau de tes habitudes alimentaires. Probablement que ça va jouer sur soit ta santé physique ou ta santé mentale, ou peut-être même pas. Ça reste un débalancement qui va faire que tu vas perdre du poids à travers le temps, mais tu vas t'éloigner de ton poids naturel de la même façon que tu t'éloignais à la positive tantôt. Puis l'endroit où tu vas être le plus en santé, ça va être justement ce poids naturel-là où tu vas avoir rééquilibré les 4 sphères. Fait que dans le cas de cette personne-là qui pourrait, par exemple, ça pourrait être par cause d'anorexie ou juste de grossophobie internalisée super intense, de peur de prendre du poids, mais pour elle, d'améliorer sa santé, ça va peut-être de recommencer à manger normalement, entre guillemets, puis de tendre vers un poids qui va être différent. T'sais. Been there, puis c'est pour ça que je voulais en parler justement. Been there, quel contexte? Où est-ce que grossophobie internalisée, dans le fond. Puis après ça, j'ai comme compris comment mon corps fonctionnait et tout, mais ça a été un long apprentissage. Ouais. Mais la raison pourquoi je posais cette question-là, c'est parce que j'avais vu l'extrait de Piers Morgan, je pense, à un moment donné, qui est comme... Il y a 2 filles qui sont comme « Ah, mais c'est pas tout le monde qui peut perdre du poids. » Puis il est comme « Ouais, ben, faites plus d'activité physique, mangez mieux, puis vous allez perdre du poids. » Puis le monde, moi, genre, comme la réaction de Snoop Dogg en mime, là, quasiment. Là. Puis moi, c'était un peu ça ma question. J'étais comme... Quand moi, j'ai réussi à perdre du poids, après ça, j'ai eu un peu des troubles comme ça. J'ai un peu vu toutes les différentes sphères des comportements alimentaires. Ouais. Ben, pas toutes, là, mais bref, j'ai touché personnellement, fait que ça m'a comme plus affecté. Puis après ça, quand je voyais des gens clairement en embonpoint, tu sais, me dire que eux, c'était ça leur corps, vraiment, c'était impossible de le changer, j'étais comme, je veux pas tomber dans la grossophobie, rien, mais je suis juste comme, mais d'après moi, c'est possible. Ouais. Genre, fait que là, j'étais curieux, j'étais comme, ok, mais ces gens-là, qui ont, je sais pas, un IMC super élevé ou quoi que ce soit, je serais curieux de voir leur diète dans une journée. Je serais curieux de voir leur activité physique dans un mois. Il est là le point, ok? Ouais. C'est genre, la question que tu devrais te poser ou l'association qu'on devrait faire, c'est pas de faire comme « Ah, t'es dans un corps gros, probablement que tu manges mal ou probablement que tu bouges pas. » Là, c'est souvent un peu ça, non? Ben non, vraiment pas en fait. C'est ça qui arrive, c'est qu'on a ce préjugé-là envers le poids, c'est ça qui rend notre société un petit peu grossophobe dans l'essence même, et non les individus grossophobes. Là, c'est comme le racisme systémique, c'est pas nécessairement les individus qui le sont, mais le système dans lequel on vit qui nous fait tout le temps penser ça. Alors qu'au final, là, la quantité de gens qui sont dans des corps gros, qui ont des meilleures habitudes de vie que nous 4, il y en existe plein. Puis il y en a en grande quantité même, puis on le voit beaucoup dans la littérature où on va prendre genre 60 000 personnes au UK avec plein de données genre de génétique pour pouvoir faire des comparaisons avec ces gens-là, etc. Puis tu sais, oui, ça existe là, ce phénotype-là de personnes dans un corps gros qui a des mauvaises habitudes de vie puis qui ne bougent pas. Facts. Mais il existe une grande partie de la population qui est dans un corps gros, qui bouge plus, puis qui mange super bien, mais qui sont dans un corps gros quand même, pour plein de raisons qu'on peut lister à l'infini. Mais il existe aussi les gens qui sont dans un corps mince, qui vont bouger pas beaucoup, puis qui vont mal manger, qui vont être en moins bonne santé, puis les gens dans un corps mince qui vont bouger beaucoup, qui vont... Tu comprends? Toutes ces sphères-là sont possibles. Fait qu'il faut essayer de... Notre cerveau va toujours faire ce lien-là. Okay? À cause de la génération dans laquelle on a vécu, la génération plus vieille encore pire que nous. Puis même moi, comme nutritionniste qui défend ça constamment, je l'avoue, là, on a presque constamment ce réflexe-là. Le meilleur exemple, c'était à l'épicerie. Tu vois quelqu'un dans un corps gros, puis son panier d'épicerie, tu vas vraiment pas le juger de la même façon que quelqu'un qui est dans un corps mince. Le même panier avec des chips et de la liqueur, la personne mince, ça va être comme « Ah, ça en va un party, ça doit être pour ses enfants, blablabla. » La personne dans un corps gros, c'est comme tabarnak, elle prend pas soin d'elle. Ouais. Les Américains avec le fast-food, genre. Alors que... C'est un gros cliché, là. Qu'on le sait pas.
t'sais. Puis dans la même histoire que tu parlais tantôt, le clip que tu as vu avec les personnes dans du corps gros, on ne sait pas c'est quoi leurs habitudes alimentaires, on ne sait pas c'est quoi leurs habitudes d'activité physique. Fait que ça sert à rien de le juger. Si tu es le professionnel de la santé qui reçoit la personne dans son bureau, qui fait une analyse de ces deux facteurs-là, puis qui va l'aider à améliorer ces deux choses-là, ben toi, clairement, tu es mieux équipé pour voir si ce gain de poids-là est réversible ou ce déséquilibre-là en éloignement de ton poids naturel peut être ramené. Mais au final, toi, le gars dans la rue qui croise ça ou qui voit sur Instagram, tu peux pas le savoir. Ça. Mais c'est ça, mais les deux existent, facts, tu sais, mais est-ce qu'il y a, selon toi, un pourcentage plus élevé dans un camp que dans l'autre? Mais ouais. Pourquoi? Okay, parce que, tu sais, mettons, souvent, je fais le parallèle avec le racisme, mais ça devient trop edgy souvent. Ouais, c'est ça. Ça sent bien les clips TikTok, là. Ouais, ça. De la même façon que... Là, faut pas me clipper là-dessus. Non, de la même façon que, justement, ça serait de dire qu'il y a plus de crimes commis par les personnes avec la peau noire que les personnes avec la peau blanche. Si tu croises quelqu'un avec la peau noire, tu peux pas, comme policier, tu peux pas constamment l'arrêter en te disant « J'ai 2 chances sur 3 versus la personne blanche, j'ai 1 chance sur 10. Fait que ça vaut la peine que je fasse... » Non, c'est la même chose un peu. Oui, le pourcentage est différent, mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est pas faut-tu que j'intervienne plus avec le plus haut pourcentage puis prendre des meilleurs guesses, c'est qu'est-ce qui cause ça chez ces personnes-là. Puis il y a plein de fois, en fait, en général, dans des grosses études épidémiologiques, fait que tu prends des méga banques de population, l'association la plus forte que tu peux trouver, c'est avec le niveau socio-économique. Fait que ça a pas de c'est pas un changement d'habitude de vie, c'est pas un changement d'activité physique. C'est souvent dans le fait que ces gens-là, par exemple, seraient plus pauvres ou dans un milieu plus pauvre ou un endroit où physiquement c'est un désert alimentaire. Fait que toutes ces variables-là que finalement, on peut avoir un impact dessus de façon sociétale, mais de commencer à la juger puis de dire « Ah, t'es dans le pourcentage là, qui fait partie, qui ont des mauvaises habitudes de vie, puis mauvaises habitudes alimentaires », c'est plus de faire « Tu bouges pas, tu manges mal, pourquoi? » OK, ce qui s'offre à toi, c'est une alimentation transformée, c'est des fast-foods. Tu travailles 2 jobs parce que tu es monoparental, tu t'occupes de... Tu vois, tous ces trucs-là s'additionnent, puis te faire... Ben, cette personne-là, tu vas-tu vraiment aller la voir puis dire tu devrais aller au gym? Genre, non, pour eux, c'est juste de mettre de la bouffe sur la table. Le ramen, là, qu'il n'y ait pas de source de protéines dans leur repas, là, ça leur passe 10 pieds par-dessus la tête. Là. Eux autres, l'enfant a mangé, that's it. Fait que je pense qu'il faut toujours avoir ça en tête quand on vient juger, entre guillemets, le corps d'une personne, mettons. Ben, 100%. Ben, en partant, on juge pas le corps des gens, j'imagine. Zéro. à la base, c'est ça. Mais dans ce contexte-là. Quand on le fait, parce que ça vient naturellement, c'est ça qu'il faut se rappeler un petit peu. C'est comme, peut-être que c'est causé par quelque chose que je comprends pas et que je vis pas moi. Puis c'est la même façon que quelqu'un qui a justement déjà été dans un corps gros puis grandement perdu du poids. Ton histoire, ta situation, dans le moment précis où tu es, ne reflète vraiment pas les autres. Puis quand tu fais des études en génétique, tu réalises que ces différences-là sont énormes entre les individus. La preuve, c'est que si réellement c'était une question d'habitude alimentaire puis d'habitude d'activité physique reliée à la volonté de le faire, tout le monde serait dans un corps mince. Il y a tellement de grossophobie, puis c'est tellement quelque chose de fort dans notre société, personne choisirait d'avoir tous les désagréments d'être dans un corps gros. Tu sais, on y pense vraiment pas en général dans la vie, mais juste, mettons, ces chaises-là, ça ne fitterait pas pour vraiment beaucoup de monde. Puis comment tu te sens, souvent quand tu es mis face à des gens dans des corps gros qui vivent tout ça, ça frappe encore plus. Là. Mais avez-vous déjà été stressé d'aller à quelque part en réfléchissant, est-ce que je vais pouvoir m'asseoir? Jamais, là. J'ai jamais fait ça. Non, mais tu sais, est-ce que je porte un chandail ou pas, mettons, à piscine, that happened to me for sure, t'sais. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que tu l'as toi-même vécu aussi de ce côté-là, de genre, ben si c'était réellement une question de volonté, 100%, là, parce qu'il y a des gens pour qui c'est une question de volonté, c'est pas ça, je dis que c'est faux. Mais si c'était vraiment juste ça la cause de l'obésité ou de l'épidémie d'obésité, ben, elle n'existerait pas. T'sais. Il y aurait un pourcentage comme de 15% de personnes dans des corps gros parce qu'ils s'en foutent, mettons, ils n'ont pas de valeur de la santé très élevée, mais au final, ça ne serait pas le tiers de la population canadienne, tu comprends? C'est si élevé que ça? Ouais, 33%. Puis au States, c'est quand même encore plus élevé, gars. Je la connais pas. 33, c'est parce que je la cite dans tous nos papiers. Ouais, c'est ça. Classique intro d'une étude de dire au Canada, 33%. C'est quoi une grosse personne? Ouais, c'est quoi la ligne? Ben, cette ligne-là, c'est le fameux 30. L'IMC de 30. Okay. Ça, c'est un autre super long débat sur comment utiliser l'IMC. Est-ce que c'est utile dans la...
Je pense que l'IMC a plusieurs bénéfices. Indice de masse corporelle. Ouais, ma bad. Indice de masse corporelle, qui est la division de ton poids sur ta grandeur au carré. Ouais. J'ai failli faire une gaffe. Puis, non, mais tu imagines, tu fais ça tous les jours, puis tu bugs. Là. Mais, fait que l'utilisation de l'IMC a apporté beaucoup de choses en science, mais aujourd'hui, on fait des mauvais liens ou des raccourcis avec l'IMC constant avec la santé, par exemple. De dire que si j'ai une mesure d'IMC dans ma population, j'ai une mesure de santé, alors que c'est remis en question grandement et faux, à mon avis. Mais tu sais, je sais pas comment les appeler, mais des super body. Mettons les hommes forts ou bodybuilders, des trucs de même. Leur IMC... Il est super élevé. Ouais, comment tu calcules ça? Tu sais, le gars, il est 6 pieds 4, 350 livres, mais il lève des roches. L'histoire de l'IMC est simple. Ça a été fait par des hommes, pour des hommes, dans un contexte où les seules personnes qui étaient évaluées dans les études scientifiques, c'était des hommes. Fait que ça marchait, tu sais. Des hommes blancs, by the way. Classique. Ouais. Énorme cliché. Mais tu sais, au final, reste que... Là, toi, tu parles pour les hommes forts, tu parles pour les bodybuilders. Puis ça, souvent, c'est connu, là, genre, mettons, pour les sportifs, à cause de la masse musculaire, l'IMC veut rien dire. Mais les femmes, les seins, les personnes à peau noire, tu sais, genre, les autres nationalités que la nôtre, ça aussi, ça marche pas. Tu sais, mettons, le meilleur exemple qu'on donne aussi dans les papiers scientifiques, c'est genre... le peuple, là, genre, style The Rock, là... Maui, genre... c'est l'île, Nouvelle-Zélande, pis tout, là, mettons. Des peuples, mettons, autochtones dans des certaines régions du monde, où, justement, ils ont de base une grande masse musculaire. Eux autres, même si c'est pas des athlètes, l'IMC est complètement explosé pour eux. Même chose pour les Asiatiques, qui ont des corps puis des frames beaucoup plus petits. Eux autres aussi, l'IMC est défoncé. On met plein de monde dans la catégorie comme en santé, alors que ça serait des gens qui n'auraient pas nécessairement une bonne santé. Fait que c'est des exemples d'extrêmes qui, finalement, eux aussi, ne fit pas du tout là, dans ce qu'on a fait avec l'IMC. Les Vikings, non, mais tu sais, il y a plein de... C'est vrai qu'il y a de différentes nationalités, puis peuples, les shapes sont vraiment différentes aussi. Mais comment tu veux mesurer la santé de 100 000 personnes si tu veux faire des méga associations avec une énorme puissance? Telle est la question. Là. Est-ce que tu leur demandes d'eux-mêmes mesurer leur tour de terre? Ben non, c'est super complexe. C'est super complexe dans un contexte où tu le dirais à tout le monde de faire ça chez eux. Ouais. La balance puis la mesure devient super simple. Fait que c'est ça le dilemme. Là. Je réduis grandement ma population, j'ai beaucoup moins de puissance, mais j'ai une mesure qui est plus véridique. Ouais. C'est comme quand toi, l'autre jour, puis là, je le dirai pas le chiffre, puis tout, là, que t'es revenu au bureau, puis que tu disais comme t'es embarqué sur la balance, puis t'as fait comme j'ai jamais pesé ça, puis tout, t'aimais pas ça. Puis j'ai comme fait Chris, Alexis, c'est juste parce que tu t'entraînes. Puis est-ce que c'est vrai ce que je vais dire là? Tu sais, tu t'entraînes beaucoup, puis tout ça, puis le muscle est plus lourd que le gras. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça, je te disais, c'est sûr là, que t'as pris de la masse. Ouais, mais je m'étais pas pesé en 2 ans, puis l'ancien grossophobe m'internalisait en moi, t'es comme what the fuck? Parce que ça, c'est l'autre aspect que je suis sûr que tu relates. La grossophobie, on pense souvent que c'est les gens minces envers les gens gros. Il y en a plein. Ouais. Mais la plus grande grossophobie, la plus intense, là, c'est les gens gros envers eux-mêmes. 100%. Les gens dans un corps gros envers eux-mêmes. 100%. C'est bien plus violent que tout ce qu'on peut voir. C'est pour ça que souvent, là, le genre d'argument de dire mais tu sais, c'est pour les réveiller, c'est pour les motiver que je dis ça, qui serait un commentaire grossophobe ou, je sais pas moi, un podcast grossophobe ou peu importe. Ben, il est complètement faux. Là. Eux autres là, se tapent déjà sa tête avec un esti de masse versus toi que tu viens continuer à étirer des fléchettes dessus. Ça sert à rien. Là. Au contraire, tu creuses son trou avec lui. Là. Fait au final, c'est comme ça démontre à quel point toi-même, dans le moment où tu t'es pesé, alors que tu n'es clairement plus dans un corps gros, puis clairement que c'est plus une question de santé dans tout ce paradigme-là, ben le chiffre sur la balance t'a affecté. T'sais. Puis je pense qu'il va comme avoir des séquelles de ça pour toujours. Pour toujours, exactement. C'est ça, puis tu sais, c'est comme tu le dis, je pense que ça, on en parle très peu de ce discours-là, justement. T'sais, la grossophobie, c'est souvent ça. C'est comme un envers l'autre, mais c'est vrai que les gens envers eux-mêmes, puis ça reste longtemps, man, je pense. Sinon, allez voir vos psychologues puis faites des suivis. Ouais, mais même en psycho, puis même dans un processus, par exemple, de trouble alimentaire où tu viens justement travailler ça, il y a le concept de genre diable sur son épaule. Là, c'est comme ça qu'on l'exprime souvent, le trouble alimentaire. Puis on dit toujours, on va le muter le plus possible ou mettre un ange plus fort qui va parler par-dessus. On va jamais l'éliminer. Il va toujours être là. C'est quasi impossible, en tout cas dans ce qu'on connaît comme traitement du trouble alimentaire, de complètement éliminer ça de sa vie. Il y a beaucoup trop de facteurs qui rentrent en compte. Tu dois le voir juste sur les... Mais même vous autres, là, sur les médias sociaux, tout ce qui est
par rapport au poids, par rapport à la santé, par rapport à la diète, par rapport à la nutrition, c'est constant, bombardé. Fait que c'est sûr que tu es tout le temps mis face à ta croyance ou ta nouvelle conviction que, par exemple, j'ai pas besoin de me peser pour savoir si je suis en santé ou etc. Ben là, c'est clair, tu vas te faire tout le temps challenger. Ouais. Ce démon-là, même si c'est même pas toi, ça va être quelqu'un d'autre. Ouais. Faisons du push genre là-dessus, on les fera pas nécessairement en ordre, là, mais justement, on parlait tu parles de réseaux sociaux et tout, de tout ce qui est promu par ça. Surtout avec, mettons, TikTok, les Reels et tout, c'est facile de tomber dans une niche d'algorithme de faire OK, je commence à aimer une affaire keto, puis là, genre, je suis parti, je suis fucking keto, t'es devenu keto. Moi, je suis tombé fucking niche dans le gars qui mange des cœurs de bœuf, qui est le carnivore. Ouais. Oh, Carnivore Andy? Non, je pense que c'est Liver King. Ouais. Et quand je mange juste de la viande, puis j'étais comme, c'est la seule niche de nutrition que j'ai. C'est super. Non, mais laisse-moi en douter. Mais la réponse simple, c'est-tu tout le temps une alimentation variée en protéines, en fruits et légumes et tout? C'est tout le temps le même discours. C'est zéro sexy. C'est zéro sexy. Puis tu sais, on pourrait, mettons, rentrer dans... Je sais pas moi, on a parlé du jeûne tantôt, l'effet du jeûne sur tel risque de maladie, d'Alzheimer, de je sais pas quoi, d'expression d'un gène. Il y a plein d'études super intéressantes qu'on fait encore sur ces diètes-là, entre guillemets. Tu vas à des congrès comme Obesity Week, là, genre aux États-Unis, ben, ça parle de maintenant beaucoup de médication plus que d'autres choses, là, mais ça a parlé longtemps aussi de différentes façons de s'alimenter, etc. Puis il y a plein de trucs intéressants qu'on peut aller chercher des connaissances avec ces diètes-là, mais dans la vie de tous les jours, quand j'ai répondu à la question « Est-ce que c'est sain bien manger? » Ben oui, il faut arrêter de se compliquer la vie par rapport à ça. Là. C'est beaucoup plus basic et beaucoup moins sexy qu'on pense. Il n'y a aucune histoire de complètement couper un aliment puis de complètement manger seulement des cœurs de bœuf. C'est comme c'est un autre extrême. C'est un extrême, mais ça montre à quel point... il y a plein d'autres extrêmes qui vont dans l'autre sens au final de juste manger des fruits par exemple, j'ai vu souvent ça là. Steve Jobs c'était ça un peu, il disait sa diète là, puis tu sais ça c'est l'autre affaire là, constamment se fier aux diètes de personnes successful là, genre débossées là, c'est Steve Jobs peut-être qu'il mangeait super mal, puis c'est bien correct, il était entrepreneur, il se crissait de sa santé, c'est bien chill, c'est comme faut pas nécessairement se fier à un influenceur genre The Rock là, pour manger finalement là, tu sais, fait que... Je pense qu'il fait peur avec justement le pas sexy, la variété puis tout, c'est j'aimerais ça que dans ma semaine tu me donnes 5 repas qui se répètent, au pire qui sont simples. Je pense que c'est de découvrir aussi, parce qu'on t'a parlé d'éducation un peu dans tes questions aussi là. C'est de savoir quoi manger puis de varier puis tout. On dirait qu'il faudrait un planning dans la semaine là, 5 jours, parce que le classique poulet riz brocoli il ressort souvent là. Toi, t'es tombé dedans aussi. Oui, mais je l'ai varié. Mais il y a un affaire que je veux rajouter. Parce que, à un moment donné, c'est sûr, c'est compliqué. C'est un affaire qu'on fait tous les jours, 3 fois par jour, plus de collations. Puis ça varie après ça si t'es sportif ou pas. Tout le monde a son expérience personnelle. C'est ça, tu sais. Fait que là, c'est sûr, c'est une des choses les plus complexes en réalité. Puis c'est pour ça que je pense que prendre le temps de le nuancer, c'est vraiment important. Je pense que le mot à dire, c'est simple, mais c'est difficile. Parce que simple puis complexe, c'est pas facile puis difficile. C'est deux choses différentes. Le workout le plus simple écrit de ta vie, si c'est 5K run, 5 km de course, ça va t'exploser, ça va faire extrêmement mal là, si tu le fais à bloc. Là. Mais le workout super complexe, de genre des intervalles, tout ça, ben, c'est pas nécessairement lui qui va être le plus tough. Fait que tu sais, pour moi, c'est simple bien manger, c'est pas facile. C'est pas un synonyme, tu sais. C'est bon. Fait au final, tu sais, pour répondre à ta question là, je pense pas qu'il faut le voir comme ça. Puis le côté sexy, c'est de le voir comme ça. C'est de le voir comme quelque chose de compliqué, de détail, de timing, de j'ai-tu assez de vitamine A, C, B, le complexe B. Puis là, tu peux rentrer dans des détails infinis, là. Mais quand tu vas vraiment, vraiment deep dans quelque chose, tu prends pas le temps de comme reculer complètement avec le trou que tu as créé puis de faire comme OK, big picture, maintenant c'est ça que ça veut dire dans l'éventail de ce que je vis, ben c'est sûr que tu te trompes parce que tu es complètement rendu les deux yeux dans le même trou puis tu vois plus rien. Là. Par exemple, de tomber dans, je sais pas moi, la peur des glucides en général. Fait que tu sais, là, tu tombes dans low carbs, puis là, tranquillement, keto, les cétones, OK, mon cerveau peut fonctionner aux cétones. Puis là, tu tombes dans ce pattern-là où tu as les deux yeux dans le même trou, puis là, tu tombes dans les communautés keto qui est essentiellement pas mauvais d'avoir une communauté autour de soi, là, mais reste qu'au final, tu es dans ce trou-là versus de reculer puis de dire
pourquoi au départ, là, on commençait justement à avoir, entre guillemets, peur des glucides? OK, quand on en surconsomme, de n'importe quel macronutriment, on peut prendre du poids sur du long terme. Puis quand c'est difficile d'écouter notre faim en mangeant juste des sources de glucides simples, par exemple. Fait que là, c'est de voir, OK, c'est quoi les différentes sources de glucides plus complexes? C'est quoi les autres macronutriments? Fait que c'est pas de genre continuellement tomber dans le rabbit hole, puis creuser, puis de tout le temps être dans la précision, puis dans le timing. C'est comme au contraire de, je viens de comprendre tout ça, qu'est-ce que je peux faire maintenant dans quelque chose qui est sain, qui est varié, puis... Mais pourquoi d'abord un gars comme Djokovic, il a complètement coupé les glucides, pourtant il doit avoir une grosse équipe autour de lui, puis tout ça, qui doit lui dire comme, OK, c'est peut-être pas de couper, mais de varier, I guess, avec ce que tu disais, dans le fond, c'est de trouver un bon mix dans tout ça, là, mais tu sais, il y a beaucoup d'athlètes là, qui ont carrément coupé les glucides. Là. Ouais, beaucoup d'athlètes qui le disent. Genre, beaucoup d'athlètes qui speak loud, mettons, là-dessus. Puis, au final, tu sais, dans le sport de très haut niveau, on a l'impression que c'est son nutritionniste qui a dit ça, mais je te garantis qu'il n'y a pas aucun nutritionniste que quand Djokovic va lui dire « je me sens mieux quand je mange pas de glucides », il va dire « ok monsieur, parfait, bonne journée ». Au final, la vraie question, ça serait est-ce qu'il serait plus performant s'il était sur du high carbs, par exemple? Peut-être que non, parce qu'on est tous différents dans notre utilisation de l'énergie. Ça aussi, c'est une autre affaire qu'il faut comprendre. Puis, dépendamment de notre sport, puis de la durée de chacun des efforts qu'on doit faire, l'intensité, l'utilisation de ces sources d'énergie-là est aussi complètement différente. Fait que sans faire le cours qui explique pourquoi Djokovic fait ça, selon moi, il y a des raisons qui le poussent à faire ça. Peut-être une faiblesse en termes d'endurance qu'il veut aller chercher. Puis lui se base sur le fait d'être à plus basse intensité sur du très long. Donc, avoir des plus grandes réserves sur son corps. Fait que, au final, il va vouloir mettre plus de gras dans son alimentation, réduire les glucides pour être adapté à l'utilisation des gras. Il y a plein d'autres athlètes qui font ça dans des sports d'encore plus grande endurance. Mais reste qu'au final, il y a plein de joueurs de tennis qui sont autant, sinon meilleurs que Djokovic, qui sont sur du high carbs. C'est pas un bon exemple de nommer un seul sportif qui fait une affaire. Ça serait de regarder le top 100 mondial. Est-ce que 99 sur 100 est sur du low carbs ou du keto? Pas du tout. T'sais. Fait que c'est plus de... lui a trouvé sa façon qui marche pour lui et qui aussi... est-ce que ça joue aussi dans le mental aussi? Là, par après, tu as des bonnes performances puis tu te dis comme pourquoi je recommencerais? Là? Même affaire pour le fait d'être sec puis d'avoir une bonne performance. Moi-même, je le vis, là, ça. Quand tu es plus sec pré-compétition, il y a un côté de confiance qui vient où tu as l'impression que ta préparation est meilleure parce que tu es plus sec, alors que c'est complètement faux. Là. Probablement même tu es légèrement sous-alimenté pour devenir plus sec, mais si ça te donne plus de confiance, ça augmente ta performance. Ça fait des belles photos. Non, mais oui, mais mettons... si ça augmente ta performance au final, peut-être que comme nutritionniste, tu vas faire le choix avec ton athlète de continuer cette loupe-là, puis d'à chaque fois que tu arrives près d'une compétition, de le rendre un petit peu plus sec pour finalement qu'il se sente plus confiant puis qu'il performe mieux. Le end goal, au final, c'est d'être heureux ou la performance. Il y a des athlètes qui disent la performance. Je suis pas cet athlète-là, mais il y en a plein qui vont dire ça. Fait qu'au final, si c'est la performance à tout prix, il y a plein d'affaires qu'on peut faire pour la performance à tout prix. Puis le mental va être calissement important. Le mental va être des fois plus important même que ta condition physique. Là. C'est la raison pourquoi, par exemple, essayer de perdre du poids avant une compétition peut être super dangereux, entre guillemets dangereux sur ta performance. Si tu tombes dans une forme de restriction calorique pour atteindre un poids plus faible, quitte à réduire l'intensité de tes entraînements, finalement, réduire ton niveau d'énergie en dehors, ta capacité de récupération, clairement que ça joue aussi sur ta confiance. Tu as moins de gaz, tu dors moins bien, tu es en restriction. Là. Fait qu'au final, si tu as un plus pour un moins, c'est toujours à prendre en compte ça aussi. T'sais. Quand on parle de perdre du poids, il faut tout le temps se demander à quel prix pour un athlète. Là. C'est à quel prix on fait ça. Parce que peut-être que le jeu en vaut pas en chandelle finalement. T'sais. J'aime ça quand tu ramènes le mental beaucoup puis tout, mais moi il faut que je fasse une parenthèse sur une affaire que tu as dit dans un autre podcast. En fait, il y a beaucoup de gens qui disent, okay, là, il y a comme la guerre aux carbs, justement. Ouais. Bon, moi je suis pas dans cette école-là parce que je fais du sport d'endurance. Fait qu'assurément, il faut que je me load de carbs, sauf Djokovic, j'adore qui est comme. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il est adapté au gars. Ouais, c'est ça, c'est juste ça. À un moment donné, dans
même ça, c'est toi, qui avait dit ça, que, bon, tu sais, c'est les drinks qu'on choisit, 0 calories, exemple. Moi, je suis un grand... C'est moi qui dis ça. Non, c'est ça. Moi, je suis un grand consommateur de ça. La raison est que je me tente de boire de l'eau, des fois, tu sais. Puis c'est drôle parce que je pense qu'on venait d'écouter, c'est Bonanza qui Il vient de était te venu dire qu'il se tente de boire de l'eau. non, mais ça dépend. pas, Le podcast, c'est chill. Mais c'est Bonanza, un artiste qui avait écouté le podcast avec toi, puis il est venu sur le podcast ici, puis on en a jasé avant, puis j'étais comme, ah, il va falloir que je l'invite pour y en parler. Que justement, tu sais, bon, c'est super bon de consommer des glucides, ça va te donner de l'énergie dans ta journée, c'est bon pour ton cerveau, pour le sport, Mais moi, j'en consomme, tu sais, autour de l'activité sportive. Ouais. Dans ma journée, des fois, quand je suis écœuré de boire de l'eau, je tank là-dessus, assurément. Et là, mes 2 questions sont, est-ce que je me fais avoir par le marketing de ces affaires-là? Est-ce que dans le fond, je devrais me loader encore plus de glucides ou j'atteins déjà mon seuil comme normalement avec mon sport? Puis l'autre affaire, c'est les dangers liés au sucralose, aspartame, liés à ça. C'est quoi ton... On peut déjà régler le deuxième point. Là. Ouais. On n'a jamais réussi à démontrer rien. Puis ils ont essayé beaucoup. OK. Reste que ça veut pas dire que c'est à consommation infinie. L'aspartame, le sucralose, puis l'acésulfate de potassium, puis c'est tous des noms d'édulcorants. Okay? Ouais. Mais pas pour une raison de santé. Du moins, encore là, pour l'instant. Parce qu'on se fie toujours à la littérature qu'on a sur le moment, constamment. Fait que tu sais, l'aspartame, ça fait pas 50 ans que ça existe. Je voudrais peut-être que j'augmente, mais ça fait pas 70 ans que ça existe. Fait qu'on n'a pas d'études de quelqu'un qui en a pris là, 70 ans à tous les jours jusqu'à ses 70 ans. Par contre, en statistique, on est capable d'extrapoler ces choses-là quand même. Puis en ce moment, il n'y a aucune association entre rien de néfaste et ces édulcorants-là. Par contre, l'habitude, le comportement alimentaire qui vient avec boire quelque chose de sucré, ça, on sait, c'est que c'est associé à une consommation d'aliments plus transformés, de différents goûts, ta capacité à faire des meilleurs choix alimentaires, à écouter ta faim même. Fait qu'au final, il y a des effets bénéfique à boire de l'eau over un liquide sucré. Mais qu'il soit sucré avec du vrai sucre ou du faux sucre, c'est le goût sucré finalement qui a un effet sur ce comportement alimentaire-là. Fait que ça, c'est pour dire que c'est pour le niveau comme de dangerosité. C'est pas dangereux, mais c'est à consommer quand même avec modération et à ne pas prendre 100% de ses repas techniquement. Parce que souvent, moi, tu sais, pour voir un peu l'ancienne génération et tout, souvent, je me fais demander comment tu as fait pour perdre du poids, je suis comme, mais c'est sûr que les 6 Pepsi que vous buvez par jour, ça aide pas personne. Je suis comme quand il y a l'autre option aussi de le prendre diète ou whatever. Mais c'est pour ça que les options zéro maintenant, c'est probablement c'est bien, là. Genre, c'est une bonne chose que ce soit la mode. Je suis all good avec ça, tu sais. Mais faut juste pas tomber dans le c'est comme de l'eau, tu sais. Non. Justement, à chacun de tes repas, une boisson sucrée va changer ta capacité à écouter ta faim, va faire que tu vas manger probablement plus ou peut-être moins dans certains cas, mais tu sais, reste, parce qu'il y en a que ça crée des inconforts intestinaux, mais reste quand même que ça les modifie, puis qu'il y a plein d'avantages finalement à juste boire de l'eau. Puis à développer l'habitude de boire de l'eau. Ça, c'est une autre affaire. Développer l'habitude de faire quelque chose, c'est dur. Puis l'humain n'aime pas le changement. Là. Fait que tu sais, les 6 Pepsi que la personne prend, ça va être très compliqué à changer cette habitude-là si ça fait 20 ans. Puis tu dis 6, là, puis moi j'ai vraiment vu beaucoup de cas de 12, 16, 24 par jour. Là, c'est abusé. C'est pas genre des jokes. Là. Il y a des vraies addictions reliées à ces boissons-là, mais c'est émotionnel, c'est justement l'habitude de boire quelque chose de sucré dans tes papilles gustatives, etc. Fait que tu sais, c'est comme l'option zéro devient très intéressante aussi dans ces cas-là. Ouais. La première question, c'est plus au niveau de... Moi, quand je faisais quand je parlais des boissons sans sucre, c'est plus quand je parlais des boissons pour sportifs. Ouais, quand je dis ça en joke, mais c'est un peu vrai, là, mais c'est genre une boisson pour sportif zéro, c'est juste une boisson. C'est pas une boisson pour sportif. Une boisson pour sportif, ça contient des glucides, absolument. Une boisson zéro, c'est juste une boisson, fait que tu peux la boire n'importe quand. Fait que ton Gatorade zéro, pour moi, c'est du Coke zéro. Il y a des électrolytes fines, mais dans le moment que tu vas le boire, genre à ton souper, dans ta collation ou en chillant dans un podcast, ça reste comme un moment alternatif de ta journée où c'est, entre guillemets, t'as pas besoin de glucides à ce moment-là, t'as pas besoin de constamment de te remplir d'électrolytes. Ben, une boisson zéro, ça peut faire le fun comparativement à de l'eau. Fait que pour moi, c'est comme c'est pas mauvais là, d'avoir ça dans son alimentation. C'est juste,
C'est juste pas nécessairement à prendre en continu, là, genre tous les jours, pas à tous les repas. Là. C'est une bonne distraction alimentaire, j'imagine, de temps en temps. Puis ouais. Il y a un peu d'électrolytes dans certains, mais encore là, l'électrolyte... T'as-tu besoin d'électrolytes quand tu chill? Non, c'est ça. Si t'es pas en train de perdre de l'eau, on en parle tout le temps un petit peu, fine, là, on va arrêter une nuance, mais si t'es pas en train de perdre de l'eau, puis t'es pas en train, à travers cette eau-là, de perdre du sodium, donc un débalancement électrolytique, pas besoin de le remplacer, le calm down, d'où là. Puis pourtant, le marketing autour de ça, il est super fort. Une boisson santé, c'est une boisson avec électrolytes maintenant. Ouais. Puis dans le temps, c'était plus BCA, tu vois. Ouais. C'est pas une question de santé, c'est une question de mode. Là. Ces brands-là, il faut toujours être critique. Peu importe à quel point elle est bien établie dans le marché, peu importe le nombre de documentaires avec de bonnes intentions qui ont financé, là, on s'en fout. C'est toujours une question de te le vendre. Fait que si c'est écrit sur la canette que les BCA t'aident à faire telle affaire, ça veut pas dire que c'est vrai. Ça veut dire que ça vend plus. La seule conclusion que tu peux faire, c'est que ce qu'il a écrit, c'était mieux que s'il l'écrivait pas, puis qu'il allait probablement te le vendre s'il l'écrivait. C'est la seule conclusion scientifique que tu peux faire. Ouais. Tout le reste, tu peux pas le conclure comme étant vrai, tu sais. Ah, puis ça dépend des contextes en plus, puis de la personne. Puis en fait, des trends de marketing, de nutrition, il y en a une puis un autre. L'industrie des produits amaigrissants ou de la santé en général, je pense que c'était 7 milliards de dollars que Looney citait dans son podcast. Là. C'est énorme. Là. C'est une énorme entreprise. Là. C'est quoi la prochaine mode de toi être dedans? Là, nous autres, c'est cool parce que, tu vois, ce qu'on étudie... les résultats se font finalement vulgariser puis deviennent populaires genre 10 à 15 ans plus tard. C'est vraiment un classique. Tu sais, mettons, le jeûne, là, c'est les chercheurs de comme 45, 50 ans, ils trouvent ça ringard. Là. Genre, ils entendent parler du jeûne puis ils sont comme... Ça, c'est pas l'affaire qu'on parlait d'un congrès, là, genre 15 ans, puis aujourd'hui, personne qui starte de projet sur le jeûne parce qu'on s'en calisse. C'est comme... C'est juste une vieille affaire pour eux, alors que, tu sais, finalement, eux autres se font souvent traiter de boomers, là, finalement, tu sais, ils sont pas à jour. Mais c'est comme, non, c'est décalé, là, la littérature scientifique. Puis c'est pour ça que moi, j'aime ça, faire de la vulgarisation, parce que je suis comme, hey, la mode en ce moment des oméga 3, là, je te garantis que dans 12 ans, là, on n'en parlera pas des oméga 3, tu sais. Ou si on en parle, ça va être genre plus sous forme, genre recommandé par un médecin avec un test génétique qui te dit si finalement c'est une bonne affaire pour toi ou non, tu sais. Fait que c'est tous des trucs, mettons, qu'on sait dans la littérature ou qu'on étudie en ce moment puis qui finalement deviennent à la mode. Le classique aussi des diètes. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, les diètes selon ton groupe sanguin. Non, je sais. Tu dis ça à quelqu'un qui a 45 à 65, il dit ben oui, ben oui, mon médecin me l'a déjà recommandé, je suis A positif, il faut que je mange tel aliment. Puis là, vous faites une face de genre what the fuck. Finalement, on l'évalue dans la littérature, on se rend compte que ça change focal, puis on repart la loupe, tu sais. Fait que ça sert à quelque chose qu'on l'évalue parce que, tu sais, au final, on vient défaire un mythe, on vient changer ce que dans le public. D'un coup, qu'on trouve de quoi. Ouais, c'est ça. D'un coup. Ah, puis des fois aussi, il faut pas se fier à un médecin aussi. Là. Je sais pas si vous avez vu les nouveaux films qui ont sorti sur les pharmaceutiques. Puis je veux dire, il y en a qui ont prescrit des affaires qui tuaient des gens. Là. Fait que c'est ça, c'est important. Oui, puis tu sais, le classique aussi, exemple qu'on donne tout le temps en nutrition, là, mais tu sais, genre, dans le temps, les médecins recommandaient des cigarettes pour perdre du poids. Là, genre. Mais tu sais, faut quand même faire la part des choses. Là. La littérature, mettons, sur la santé et sur la nutrition dans les 20 dernières années, c'est pas, tu sais, c'est exponentiel la rapidité à laquelle ça devient de plus en plus précis et exact. Là. C'est jamais exact, mais still. Fait que tu sais, c'est pas non plus comme genre de dire qu'on est au même stade puis que probablement on se trompe sur plein d'affaires. Là. Mais reste quand même que on se fie à la littérature qu'on a en ce moment. Toujours. Faut, comme chercheur, c'est ça qui est dur, faut toujours être prêt à se faire exploser la gueule dans 10 ans, puis tout ce qu'on a dit est faux, puis de faire « Ah, yeah right, je suis d'accord avec ce qui vient de sortir, puis avec la méta-analyse de 50 études sur fucking, au total, genre 50 000 personnes qui démontrent super clairement que l'aspartame, ça augmente tes risques de cancer. » Fine, j'ai dit le contraire dans un podcast avec 3 gars que je connaissais pas. Ouais, c'est ça. C'est genre, ça mais... va changer, là, mais reste qu'on se fie à la littérature qu'on a live. T'sais. Ouais, mais ça, c'était là pour dire pour tout dans la vie que la seule affaire qu'on sait, c'est qu'on sait rien. Hein? Fait qu'on va être capable de faire 2 pas vers l'avant, faire 1 vers l'arrière, 4 vers l'avant, et ainsi de suite. Bon, dans la COVID, on a été confrontés à ça pas mal. Il y a un truc que je veux revoir aussi avec toi, ok?
Les gym bros, là. Parce que là, souvent, quand on parle de nutrition puis de gens qui parlent à travers leur chapeau sur les réseaux, c'est beaucoup des gym bros qui ont pris de la masse, qui ont pris du poids, qui ont suivi certaines tendances de nutrition et d'entraînement, qui ont vu des gains puis que là, ils représentent pour certaines personnes un genre d'exemple de nutrition ou quoi que ce soit. Et je comprends. Hein, tu vois quelqu'un en shape, t'es comme, comment t'as fait? T'sais, c'est motivant, voilà. il y a quelque chose d'inspirant là-dedans. C'est comme c'est de l'entertainment aussi. Là. Voilà. Puis n'importe qui a un petit peu de followers sur Instagram va être capable de te vendre un programme. Tu veux qu'il se rapproche? Plus proche, c'est ça. ouais, là, vous commencez à vous connaître. Fait que là, tu peux mettre la main sur la cuisse si tu veux. Mais ouais, c'est ça. Donc là, il arrive évidemment la consommation de poudre de protéines, qui est pas mal le supplément le plus courant au monde, j'imagine. Santé Canada dirait que c'est un aliment. Ouais, c'est ça. C'est pas nécessairement un supplément, là, parce qu'au final, c'est de l'extraction de la poudre de petit lait. Acheter de la poudre de petit lait à l'épicerie, c'est juste qu'il y a plus de sucre dedans, il y a plus de lactose. Là. C'est juste une concentration de ça, finalement. Fait que, au final, ça serait même pas considéré comme un supplément, mais oui, probablement que c'est le plus courant de la gang. Là. Puis, quand on arrive là-dedans, on entend parler des fameuses scoops et de la consommation de ce truc. OK? Alors là, moi, j'ai entendu. Je sais que l'autre t'en vas. Ouais, définitivement. J'ai entendu, faut que tu le consommes 30 minutes après dans ta douche. J'ai entendu, que si moi, je mange, mettons, je prends mon shake, puis après ça, je mange du poulet avec des protéines. Après ça, je snack sur un petit yogourt grec, puis tout ça, c'est passé en 2 heures que je flush la moitié de ce que j'ai pris. Y existe-tu une zone où est-ce que c'est vraiment plus pertinent de consommer sa protéine jusqu'à un certain nombre de grammes et est-ce que sinon elle n'existe pas? Pas la meilleure formulation, mais t'as compris. Ouais, c'était horrible. Mais en fait, cette zone-là, est-ce qu'elle existe? Ouais. Première affaire, excuse, vas-y. Non, vas-y. La fenêtre métabolique. Merci, c'est ça que j'ai dit. Au montage, la fenêtre métabolique. Voilà. Là, j'ai la wise. La fenêtre métabolique, le mythe autour de ça, c'est pas l'existence de la fenêtre. C'est le fait que tu aurais plus de gains en masse musculaire si tu prenais ta source de protéines et de glucides dans la fenêtre. Fait que mettons que tu regardes sur genre 24 heures plus tard, ben la personne qui l'a pris dans la fenêtre métabolique ou la personne qui l'a pris après arrive au même point de synthèse de masse musculaire. Okay? Par contre, tu l'as vu par mes 2 doigts, il y en a un qui se fait plus rapidement parce que la fenêtre métabolique existe. C'est comme, résumé hyper simple, les valves sont ouvertes. Okay? Fait que ça fait que l'absorption en protéines et en glucides est facilitée, puis il va aussi être redirigé plus facilement vers les muscles. En gros guillemets, c'est plus complexe que ça, mais reste que c'est ça comme la version simple de l'histoire. Ça veut dire que si tu as 2 entraînements dans la même journée, ben c'est extrêmement bénéfique que tu utilises la fenêtre métabolique, tu débutes ton processus de récupération plus tôt. Si tu ne te réentraînes pas dans 24 heures, ben ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, ce qui est utile, c'est une collation post-entraînement. C'est d'avoir une source de protéines et de glucides suivant ton entraînement. Dans le cas où tu ne t'entraînes pas 24 heures plus tard, elle n'est pas pressante, mais elle doit exister, tu sais. Genre de finir ton entraînement, venir faire un podcast pendant 2 heures, c'est pas adéquat, tu sais. Idéalement, on va vouloir, puis tu vas avoir extrêmement faim, probablement que ton prochain repas, tu vas avoir de la misère à faire des bons choix alimentaires, tu vas être pressé, etc. Fait que tout ça vient en compte, mais au final, tu veux qu'elle existe, cette collation-là, post-entraînement-là, pour récupérer puis finalement atteindre le même point que la personne qui a utilisé la fenêtre métabolique. L'affaire de la douche, là, c'est une histoire de obliger la personne à le prendre dans son 30 minutes, tu sais. C'est de dire que à chaque entraînement, tu te douches. Peut-être c'est faux. Mais j'espère pour vous. Mais à chaque entraînement, tu te douches, donc tu vas avoir l'habitude de prendre ton shake dans la douche. Fait que tu vas tout le temps associer les deux ensemble, donc tu vas pas perdre l'habitude, puis tu vas jamais l'oublier techniquement. T'sais. Et cette dite fenêtre serait de une demi-heure. 30 à 45 minutes. 30 à 45 minutes après. Okay. Moi, je suis pressé de la prendre, c'est ben trop bon. Ah non, mais moi j'aime vraiment le goût, mais il paraît que bon, il y a des gym bros, ça fait 15 ans qui sont comme écœurés du goût laiteux. Moi, je trippe encore, ça fait 3 ans que je fais de la muscu. Mais il faut une source de glucides avec ça. Parce que juste de la protéine, mettons, là, tu te clenches un genre de 30 grammes, après ça, tu vas souper, tu fais du low carb, tout ça. Ton corps, tu as vidé ses réserves de glycogène musculaire. Fait que là, dans ton muscle, c'est comme une genre de ballon qui est plein de glucides prêtes, ben pas de glucides, mais de glycogène prêt à être utilisé pour créer de l'énergie. Tu l'as en partie vidé, ben le corps a besoin de la remplir. Fait que lui, là, si tu donnes juste des protéines, il va faire de la néoglucogénèse, un mot compliqué pour dire qu'il va prendre des protéines puis les transformer en glucides pour venir faire la job. T'sais. Fait que ta collation post-entraînement de juste des protéines, puis que ta prochaine source de glucides, c'est ton repas dans comme 2h30, techniquement, tu as utilisé probablement une grande partie de ces sources de protéines-là
pour remplir tes muscles de glycogène. T'sais. Alors que des glucides, ça coûte rien. Puis, tu peux aller chercher des glucides dans des fruits qui vont t'apporter plein d'autres bénéfices que finalement tout le temps utiliser de la protéine en néoglycogénèse pour finalement remplir tes muscles. C'est beaucoup d'informations. Là, moi, j'étais allé m'entraîner sur l'heure du dîner. J'ai mangé avant de partir. J'ai mangé du saumon avec du riz. J'étais allé m'entraîner. Je suis revenu. J'ai pris mon shake. Puis là, je suis là à faire un podcast. Là. Tout à l'heure, tu disais, qu'est-ce qu'il y avait dans ton shake? J'ai des props. Un scoop. Ouais, c'est ça. Il faut une source de glucides. Ouais. Fait que mets-toi une banane à côté de ça. Mets-toi une pomme. Mets-toi... Mixe-les ensemble pour que ça goûte meilleur. C'est pas une source de glucides. Ouais, c'est ça. Les grains, on va en reparler après. Là. Mais puis mon autre affaire, c'est aussi... moi, mieux la worder, celle-là, on va prendre mon temps. Y a-t-il un maximum de protéines que je peux consommer? Ça a fait polémique, ça, sur le Sans Filtre, un autre podcast, où justement, Ève Crépeau, qui est une excellente nutritionniste, elle a dit ça, le fameux genre, si tu mets 2 scoops de protéines, donc mettons 50 à 60 grammes dans ton shake, la moitié, tu le flushes. Ben, c'est un peu faux, du sens que ça mérite vraiment beaucoup plus de nuances. Il y a des personnes pour qui tu le flushes, tu sais, mais... Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis tu le flushes? Genre que tu vas pas l'absorber comme il faut, puis ça va aller dans tes selles ou tu vas pas l'utiliser nécessairement. Mais au final, ta grosseur, le poids de ton corps, puis même ta génétique en général de capacité d'absorption est complètement différente entre chacune des personnes. Fait qu'il y a des gens, genre un homme fort, là, 30 grammes de protéines, c'est un pet. Là. Il peut en absorber 2 fois, puis c'est extrêmement facile. Puis même que on peut toujours amener le genre de bémol, puis de dire... Ben, j'ai mis 60 grammes ou dans mon repas, j'ai mangé 60 grammes, mais mon corps va utiliser les 10 grammes de plus pour faire de la néoglycogénèse, comme je parlais tantôt, fait que les transformer en glucides ou en autre chose qui va être utile. Donc, je ne perds pas ces grammes de protéines-là. C'est ça, il y a beaucoup d'études aussi qui ont montré là, que d'aller consommer un extra protéine que ce qu'on recommande souvent dans le sport, qui est genre 1,8 grammes par kilo de poids de corps, mais d'aller jusqu'à du 2.2, voire du 2.5, du 2.8, qui finalement représente des genres de, mettons pour moi, 200 grammes de protéines par jour, ben ça vient être bénéfique là, d'avoir cet extra-là. Fait que tu sais, c'est beaucoup plus nuancé que juste de dire 2 scoops, l'autre tu jettes à la poubelle, là. Mais Ève le sait aussi. Là, c'était comme dans un fil de discussion où le clip est sorti, mais elle aussi est au courant de ces choses. Puis bénéfique dans le sens où est-ce que, mettons, tu vas habituer ton corps à une meilleure absorption, une meilleure synthèse, ou bénéfique comme plus de néo... Si tu peux habituer ton corps, probablement qu'en construisant du muscle, tu augmentes ta capacité aussi à l'absorber parce que ton corps en a plus besoin. Mais je sais pas si l'intestin grêle a un changement de genre de capacité d'absorption, honnêtement. Là. Mais tu sais, au final, tu vas quand même le sentir. Là. Dépasser... De base, on veut tout le temps que tu écoutes ta faim là, quand on mange des repas. Puis c'est un bon indicateur de la quantité énergétique que tu peux ou que tu devrais manger pour justement l'activité physique ou l'effort que tu as fait dans ta journée, que ce soit ta job ou de l'entraînement. Fait que tu sais, les protéines vont être un élément essentiel parmi d'autres de ton repas. Fait que tu sais, si tu manges à ta faim, techniquement, tu vas pas exploser cette histoire-là parce que c'est rassasiant les protéines. T'en veux environ le tiers de ton assiette ou le quart de ton assiette, peu importe. Fait qu'au final, à un moment donné, tu vas arriver à un point où tu n'auras plus faim. Puis là, le vrai truc qui vient comme limiter cet apport en protéines, ben, c'est de manger à ta faim. Là, fait que c'est plus de faire l'idée que genre si dans un blender tu mets genre 300 grammes de protéines, ça va être nice pour toi, tu sais. Ça sera pas nice pour toi, puis tu vas pas plus construire de muscles. Ça va être utilisé en glucides d'une façon ou d'une autre. Tu vas passer un esprit de mauvais par quart d'heure, ça tout salle de bain. Là. Mais tu sais, au final, c'est comme pour débunk ça. Parce que, je sais pas si vous avez déjà vu ça, là, mais si vous n'êtes pas des vrais gym bros, si vous êtes des vrais gym bros, vous l'avez déjà vu, là, mais les vidéos d'anciens bodybuilders, là, genre des OG, là, qui se font des genres de blend, de genre 2 poitrines de poulet, 2 Gatorade, une douzaine d'œufs, puis genre 4 scoops de protéines, puis c'est comme... Ouais, ça c'est du pur muscle. Ça c'est du muscle direct dans les veines. C'est horrible, c'est dégueulasse. Tu sais, il y a plein de monde qui font ça encore. Là. Puis en gros, ils font juste ramasser un extra de glucides avec le processus que tu expliques. Exact, ouais. Ou, ben, tu sais, rendu à cette quantité-là, le corps va l'évacuer. Là. Ouais, c'est genre, ça. Ça va mal virer. Là, c'est l'extrême que ça se flush. Là. Mais tu sais, ce bodybuilder-là est capable d'en absorber plus que 30 grammes à l'heure. Là, ouais, c'est sûr. T'sais. Il pèse 350 livres probablement, puis c'est roids à côté. Là, fait que... Ouais, il y a ça aussi qui est... on fera un autre podcast, je sais, roids. Là. Mais roids, les stéroïdes. Ouais.
Justement, au dernier podcast avec Marco Estrada, on y a posé dans les questions du début. Pour contre les stéroïdes. Pour pour lui. Moi, je veux passer à celle-là du vin rouge. OK? Ah ouais. Ça, c'est ton sujet. non, parce que Frank est un bon amateur de vin rouge. Moi, mal de tête, malheureusement. Mais bon, j'adore l'alcool. Mais bref, le vin rouge, paraît que. ça va être cool. Ouais, c'est ça. C'est mais bon, j'adore l'alcool. J'adore l'alcool. Mais le vin rouge, semblerait-il que un verre ou deux par jour, c'est bon pour ton cœur. Genre de saying que mes parents m'ont dit, que toute l'ancienne génération continue à dire, puis sûrement la SAC fait des chiffres grâce à ça. Is it true or is it not? Ce que tu as dit, la phrase exacte, c'est pour ça que j'ai répondu oui. OK. La réponse, c'est oui. Si tu aurais dit, bon, pour la santé, j'aurais dit non. Ouais, OK. Mettons, overall, là, récemment, genre depuis les 2 dernières années, Éducalcool ont dû complètement éliminer la recommandation du genre 3 verres pour les hommes, 2 verres pour les femmes, blablabla, sur une semaine, etc. Parce qu'on a découvert dans la nouvelle littérature, puis tu sais, ça date depuis plus de 10 ans qu'on sait ça, mais ça a pris du temps à se rendre, puis au final avec les décideurs, etc., qu'on s'est rendu compte que chaque consommation d'alcool, techniquement, vient avoir un effet néfaste sur le long terme sur des variables de santé X, Y, genre cancer, maladies cardiovasculaires, etc. L'histoire du vin rouge puis des maladies cardiaques puis de cette protection-là, c'est que c'est vrai. Il y a un effet protecteur des polyphénols, donc un truc qu'on retrouve dans le vin rouge, mais aussi dans d'autres choses comme le chocolat, qui va venir avoir un effet... Ça se mixe tellement bien ensemble, le chocolat! Qui va avoir un effet protecteur sur les maladies cardiaques. Mais il y a d'autres effets de l'alcool que cet effet-là sur les maladies cardiaques. Sur le cancer, par exemple, sur... je sais pas moi, l'Alzheimer, plein d'autres maladies que tu peux lister. Puis là, après ça, la vérité, c'est pas juste de se mettre des erreurs et de dire « Ah, c'est bon pour le cœur, let's go ». Mais c'est de faire comme « Ok, quand je prends tout en compte, les plus, les moins, etc., ben ça donne ça un moins ou ça donne ça un plus, 1 à 2 consommations par semaine? » Finalement, ça donne un moins, tu sais. Puis chaque consommation donne un moins. Bémol, encore là, c'est pas de dire que l'alcool, c'est le démon et à ne jamais consommer de sa vie. Il y a tellement de choses dans notre alimentation qui augmentent nos risques de maladies plus tard. Genre, plein, là, qu'on fait à tous les jours, qu'on accepte puis qu'on est chill avec ça. La viande rouge, par exemple, les fast-foods, les aliments transformés. Ça aussi, là, de la même façon que l'alcool, c'est associé à ça, l'inactivité. Mais tu sais, il y a plein de monde qui le font encore, même affaire avec l'alcool. Souvent, c'est dans la modération là, que tu vas aller trouver comme la meilleure consommation d'alcool. Même chose au niveau de ta santé mentale, ben tu sais, est-ce que l'alcool vient nuire ou bénéficier à ta santé mentale? Ça aussi, c'est important. La santé physique, tu sais, à long terme, fine, là. Mais même moi, comme professionnel de la santé puis comme athlète, je trouve ça overrated, la santé physique, là. Tu sais, la santé mentale, c'est égal, sinon avant, puis c'est pas assez valorisé. Pas pour dire qu'on devrait se crisser de notre santé physique, mais que dans nos choix qu'on fait pour améliorer notre santé physique, il faut prendre en compte la santé mentale. Tu comprends? C'est fucking beau ce que tu viens de dire. Parce qu'on a eu... I would frame that. Non, mais on a eu un talk en fin de semaine. En fin de semaine, on était au Grand Prix à Montréal sur un contrat. Okay? Puis moi, j'étais vraiment à l'extérieur de mes habitudes alimentaires. Okay? Et ça me mettait... c'était un low-key brag. Ouais, non, je me suis retenu pour le carré. Mais, brag. Mais, puis c'était vraiment... J'étais pas bien, tu sais. Parce que ancien trouble alimentaire, Ouais. Puis là, Antoine, il m'a juste dit, tu sais, oui, tu fais du gros training, tout, mais il dit genre, tu sais, enjoy-le, le moment que tu prends ton verre, que tu manges ton burger, puis tout. Puis sens-toi pas coupable de le faire. On dirait que là, j'étais juste en mode... Ça me fait chier. Ça fait juste 3 cheat days en ligne, puis je peux oser en avoir juste un. Je suis comme dope. Ok, on va reparler des cheat days. Mais cette affaire-là de profiter, là, moi, je l'explique à mes clients de cette façon-là, c'est de dire que si tu te sens coupable pendant le moment où tu fais cette activité-là alimentaire pour le plaisir, tu viens de gâcher la raison même pourquoi tu voulais faire ça au départ. Ouais. Le but de, je sais pas moi, manger ce repas-là que t'aimes tant, puis tu sais, on peut prendre de quoi de bien plus bénin que ça, là, genre tu soupes chez ta mère, puis elle fait sa classique recette de aucune calice d'idée, puis tu veux pas la manger parce que ça fait pas ton plan, puis c'est comme, ok, en ce moment, je la mange pareil, je me sens extrêmement coupable de le faire parce que ça respecte pas mon plan, mais je gâche complètement le moment genre d'émotion relié au fait de manger ce plat-là, que ce soit même avec tes amis, le moment social, etc. Ben, au final, là, si t'es pour te sentir coupable de le faire, t'as raison, fais-le pas.
Mais la loupe, il faut la briser. Là. Le meilleur moment pour manger un aliment ou une boisson qui te procure du plaisir, c'est le moment où ça va te procurer le plus de plaisir. T'sais. Ça a l'air imbécile, mais le moment que c'est genre, je sais pas moi, vous me proposez une bière live, je suis comme, j'ai pas le goût d'une bière live, puis ça serait par pression sociale que je finirais par la boire, ben c'est pas le meilleur moment pour prendre une bière pour moi, tu sais. Le meilleur moment pour prendre une bière pour moi, c'est genre, on est au chalet de mon meilleur chum, sur le bord de l'eau, puis là j'ai le goût justement d'avoir ce plaisir alimentaire-là, c'est le meilleur moment pour prendre ma bière. C'est pour ça que le cheat day est si wrong là-dedans, parce que tu obliges une fenêtre, fait que tu crées une fréquence qui est peut-être comme aléatoire. Là, créer une fréquence, je veux dire, c'est que à chaque dimanche, tu vas avoir une alimentation, on va dire, plaisir pour toi, puis qui va être riche en plein d'aliments comme genre gras, sel, sucre, etc. Alors que peut-être cette journée-là, ça te tentait pas, mais tu vas forcer à le faire parce que tu n'auras pas le choix, tu n'auras pas le droit de le refaire dans les prochains jours. Versus constamment te donner le droit ou accès à ces aliments plaisir-là, mais de choisir les moments où tu vas les manger ou que c'est le plus plaisant au final. Le vin rouge, mettons. Tu as l'habitude de boire du vin, tu adores le vin, tu es un épicurien, tu aimes ça goûter des nouveaux vins, tout ça. Bois du vin quand tu découvres une bouteille, quand tu es avec des gens qui aiment ça, goûter le vin avec toi, quand ça va être le fun, quand ça va être un événement social. Quand tu es tout seul chez vous, puis que c'est ta bouteille que tu as pris 200 fois, puis qu'elle t'apporte pas plus de réconfort que ça au final, puis c'est une habitude, ou c'est parce que ta blonde en prend, mettons, ben, c'est pas le meilleur moment pour boire, là, finalement. C'est pas de même, je l'avais dit. Mais presque. Mais c'était ça. Non, mais oui, puis c'est ça, je le comprends, mais après ça, ce que je trouve aussi, c'est que quand tu fais du sport, puis que là, t'as le reste, je veux pas dire le reste de la société, mais les gens qui sont moins actifs ou qui sont pas sur le même niveau d'entraînement, les hosties d'occasion d'en prendre sont il y en a beaucoup. Tout le temps. Fait que apprendre à faire le choix, c'est pour ça que j'ai dit pour toi. Ouais, c'est ça. Il y a des moments pour toi que c'est pas le meilleur moment de boire d'alcool ou pas le meilleur moment. Tu sais, moi, la veille de ma compétition, c'était pas le meilleur moment de me péter une brosse. Mais non, c'est ça. Clairement, tu sais, ça a l'air obvious, mais non, tu sais. Fait que il y a des gens pour qui, à ce moment-là, dans le même entourage, mais c'est le meilleur moment. On est en voyage, c'est pas arrivé, là. J'étais genre avec ma blonde, ma famille. Mais reste que, tu sais, pour eux, peut-être, ce vendredi soir-là, c'était le meilleur moment. Pour moi, ça ne l'est pas. Puis ça dépend des périodes de ta vie, ça dépend des périodes d'entraînement, les opportunités que tu vas avoir, tu sais. Fait que c'est de te poser la question toi-même, j'ai-tu du plaisir à le faire là? Puis la raison, c'est si tu as tellement de culpabilité que tu n'as plus de plaisir, fais-le pas. Parce que tu gâches complètement la raison même de pourquoi tu le fais, tu sais. Hey, mais pour toi, ça doit être dur en tabarnak de cheat day parce qu'à chaque chose que tu te mets dans la bouche, puis là, ça va sembler wrong en tabarnak. Mais à chaque fois que tu vas manger ou boire quelque chose, tu le sais l'effet sur ton corps. Ouais, mais je sais aussi le genre d'over de genre. Mais tu parlais de santé mentale tout à l'heure en plus, pis ça, puis tu sais, c'est important de genre le cheat day, des fois, va juste permettre peut-être de faire comme, hey, j'ai le droit à ça. Mais c'est pas le cheat day, c'est de te permettre les aliments qui sont riches en gras, sucre, sel, etc. Là. Ce que le monde appelle souvent la scrap, là, mais là, tu connotes négativement quelque chose qui te donne du plaisir, fait que c'est un peu wrong aussi. Là. Mais tu sais, ces journées-là où tu te permets ces aliments-là, ça devrait pas arriver. Ça devrait justement arriver à chaque fois que tu en as envie et que c'est le meilleur moment. Faut que ça soit aléatoire. Faut pas que tu te forces à te dire comme OK, demain je me fais un cheat day. Exact. Mais peut-être que demain tu fileras pas pour un cheat day, mais qu'après-demain c'est comme OK, go. Là, exact. Mettons qu'on est un faut juste pas que ça arrive à tous les jours. Là, exact. Il faut que tu saches l'effet que ça va avoir aussi. Tu sais, mettons, de prendre une bière va nuire à ta récupération, par exemple. Ben, tu le sais. Ça veut dire que le moment où tu la bois, c'est en connaissance de cause. Même chose pour un repas qui va être super riche en gras, puis des gras saturés, fait que des trucs durs à digérer, mettons. Tu le sais que le lendemain, on va dire que si tu cours tôt, ben tu vas le roter ou tu vas mal le filer, tu sais. C'est en connaissance de cause. Clairement que le choix intuitif, la veille de ta course à 5h du matin, ça va être intuitif de dire « je veux bien me sentir pour mon entraînement parce que j'aime ça bouger », ben, tu vas pas nécessairement faire le choix de manger une poutine, même si ça t'apporterait du plaisir. Tu vas faire un autre choix alimentaire qui va t'apporter du plaisir durant ton entraînement, mettons. Mais faut que tu te laisses la liberté de comme, je sais pas moi, si c'est un biscuit le vendredi soir que ta mère t'a fait, puis c'est tes biscuits de ton enfance que t'aimes full, faut pas que tu dises je vais le prendre, je vais le garder pour dimanche parce que c'est mon cheat day. Ça fait aucun sens, ça. Là, au final, tu peux le manger là, puis finalement, le dimanche,
pas manger du tout de biscuits parce que tu t'en sacs puis tu y penses pas puis que c'est pas tu vas l'avoir eu ton petit dada. Puis tu vas l'avoir eu finalement. Fait faut juste pas que c'est ça, comme tu dis, c'est de la modération à un moment donné. Mais c'est tout le temps la modération des choix et tout, mais je pense que ce que tu dis aussi, c'est la structure du fameux cheat day, de genre c'est le jeudi. C'est vraiment ça, c'est ça qui est problématique. T'sais, mettons, moi, mes cheat meals, mes cheat days, ils vont arriver un peu n'importe quand dans ma semaine, dépendamment de comment je file. Si genre j'ai fait... au Grand Prix d'F1. Non, oui, mais ça, oui. Right. Mais tu vois, là, ça fait 5 jours que j'ai consommé de l'alcool, j'ai pas mangé comme je voulais, mon sommeil a été du cul. Ben là, tantôt, je vais m'en faire 2 heures de bike, ça se peut qu'il soit le moins le fun, tu sais. Mais ça valait-tu le plaisir que t'as vécu dans une putain de loge Grand Prix, je sais pas trop quoi, tu comprends? Ouais. Probablement que oui, tu sais. Ouais. Mais il y a des gens pour qui la réponse, ça va être non. Puis ils vont arriver au Grand Prix, puis ils vont dire « Je refuse tout alcool et tout lunch. J'ai amené mon lunch. » Puis c'est relativement correct aussi de faire ce choix-là, tu sais. Mais si pour toi, ça, il y avait du plaisir associé à ça, puis au final, t'es correct avec le fait de connaissance de cause que ta ride de bike va être un peu shitty, ben... c'est ça le meilleur équilibre que tu peux avoir. Ouais. L'autre exemple que je vais vous donner, c'est au niveau justement dans la littérature sur les comportements alimentaires. C'est full bien démontré que quand tu augmentes la restriction par rapport à quelque chose, soit un aliment ou les aliments en général, tu augmentes aussi la désinhibition, qui est la comme perte de contrôle par rapport aux aliments, ta capacité à faire une gestion des quantités. Puis, peut-être que vous l'avez déjà vécu, là, mais c'est vraiment une sensation physique, la perte de contrôle. C'est vraiment comme « Ah, je me rends compte que je ne peux pas volontairement m'arrêter de manger tel aliment. » Puis souvent, c'est un aliment précis qu'on affectionne particulièrement. T'sais. Des chips. Mettons, plus tu augmentes la restriction par rapport à cet aliment-là, plus tu augmentes ta désinhibition. Donc, ton incapacité à garder, entre guillemets, le contrôle sur les quantités, sur ton envie de cet aliment-là. C'est important à savoir ça parce que souvent on fait complètement la loupe contraire. T'sais. On se dit il faut pas trop que je mange de chips, je viens de perdre le contrôle en mangeant des chips, fait que je vais plus jamais en acheter, puis je vais me mettre une journée par mois où je peux en manger. Tu augmentes la restriction, tu augmentes la désinhibition. Watch bien la fois que tu vas aller te l'acheter puis finalement manger, ou watch bien la fois que tu vas être exposé à cet aliment-là. Puis ce qui arrive, c'est qu'on est constamment exposé à plein de types d'aliments, puis ils vont revenir ces aliments-là. Plus tu augmentes la restriction, plus tu augmentes aussi la préoccupation que tu as par rapport à ces aliments-là. Tu vas y penser plus souvent aux chips. Fait qu'au final, la solution pour régler ces genres de perte de contrôle-là ou ces aliments-là qu'on a, entre guillemets, souvent on dit on a de la misère à se gérer, c'est d'en diminuer la restriction. Sauf que c'est un processus extrêmement dur. C'est facile à dire, là. Genre, je sais pas moi, quelqu'un focus sur un type de biscuit X, puis je te dis, faut que tu réduises la restriction de ces biscuits-là. Salut, bonne soirée. Ils vont perdre le contrôle directement parce qu'ils sont dans un modèle de restriction. Mais la vérité, c'est qu'il faut passer à travers ces moments-là un peu de perte de contrôle pour tranquillement diminuer cette restriction-là, puis finalement atteindre un niveau de perte de contrôle qui fait que quand tu as envie de ce biscuit-là, tu vas en manger un, tu vas en manger deux, tu vas passer au prochain appel, puis le lendemain, tu vas t'en foutre parce que tu y penseras pas, puis le surlendemain, tu vas en manger un, puis le dimanche, tu vas peut-être même pas y penser. Puis là, c'est une loupe où tu vas avoir une consommation bien plus raisonnable de cet aliment-là. C'est con, fait que c'est comme d'en avoir tout de même sous la main parce que quand tu y vas, t'achètes pas juste le sac, tu passes au travers du sac, mais tu y vas avec un petit bol. Puis... Exact, ouais, exact. Okay, les petits sacs, mettons que ce serait les chips, ben, il existe des plus petits formats. Fait que là, ça va être d'avoir à disposition. Des fois, la première étape, des fois, c'est de pas en avoir du tout. Tu recommandes pas le club Costco une livre de barbecue? Non, mais c'est vrai, mais comme le portionnage, en réalité, c'est de la... Ben, prends-toi un bol à la place de partir avec le sac. C'est vrai que... Moi, je sais pas, c'est l'hyperphagie, ça s'appelle? Ouais, ça existe, ça, pour vrai? C'est la genre de perte de contrôle dont on parle, c'est l'hyperphagie. Moi, j'ai constamment ça, là, genre un sac de popcorn, je te le décoller sur complet, mais tu sais, je prends le choix de prendre du popcorn et pas telle autre affaire, puis je choisis le meilleur type de popcorn, le moins calorique, pour me donner le droit. Je pense que là, tu es dans un état d'équilibre XY qu'on parlait tantôt, mais probablement que tu aurais un chemin à faire qui serait positif vers le fait de, par exemple, je sais pas si tu comptes ton envie de chip par le popcorn, ben, développer une relation, genre ça a l'air têteux du même, là, mais développer une relation saine avec les chips. Ouais, j'haïs pas ça, continue. Tu comprends? Puis de finalement d'avoir une consommation bien normale de cet aliment-là qui n'a pas d'effet sur ton entraînement, n'aura pas d'effet sur ta santé, puis qui va avoir un effet peut-être positif sur ta santé mentale. Puis
ton appréciation de ton alimentation au jour le jour. Tu sais, c'est des détails souvent, puis souvent on se stabilise dans ces zones-là de genre, ben j'ai mes habitudes de comme je compense pour quelque chose d'autre ou je perds le contrôle dans une affaire mais c'est moins pire. Tu sais, c'est comme le classique de s'exploser dans les légumes, mettons, quand t'as faim. C'est pas une mauvaise chose, on s'entend, on devrait tous augmenter notre consommation de légumes. Mais manger quand t'as pas faim, c'est rarement une bonne chose, peu importe c'est quoi. T'sais. Nous, comme nutritionnistes, c'est un flag 100% du temps. Peu importe quel aliment tu me dis. Que tu me dis que tu manges quand tu n'as pas faim des chips ou que tu me dis que tu manges quand tu n'as pas faim des brocolis, je m'en tape un peu. Tu manges quand tu n'as pas faim. Tu as probablement un genre de système de restriction avec autre chose qui explique ça. Cette stabilité-là peut être, j'ai positionné de façon quantitative, cet équilibre-là est peut-être pas néfaste pour ta santé à court terme, à moyen terme, mais pour ta santé mentale, pour ta relation avec l'alimentation, etc., ben, peut-être que oui, finalement, il y a un chemin positif à faire. Hein. Ah, mais là, comment t'expliques ça d'abord? Que quand moi je finis de manger, je suis bourré, mais que 10 minutes après, je suis dans un sac de chips, genre parce que j'ai plus faim, mais genre juste que je mange. Probablement que justement, il manque peut-être quelque chose à ton repas pour qu'il soit complet, première hypothèse. Peut-être que tu as de la difficulté à identifier tes signaux de faim. Peut-être que tu as créé une habitude reliée au fait de terminer ton repas puis avoir un sac de chips. Ou peut-être c'est relié à la télé. C'est peut-être relié à une autre action que tu fais, que tu as associé les deux choses ensemble. Ça, c'est un classique. Là. Associer, par exemple, de quoi qui n'a pas rapport à l'alimentaire à un aliment. Fait qu'à chaque fois que tu fais ce truc-là, genre, j'ai plein de golfeurs, mettons que c'est la bière en golfant. La petite bière après la game de hockey et tout. Fait que là, tu associes deux choses ensemble qui n'ont pas nécessairement rapport, mais il y a un processus de défaire ces deux choses-là. Ah, mais là, je pourrais jamais défaire le birdie juice après un birdie, là, par contre. Non, mais là, c'est... Il faut garder les bonnes habitudes. Mais si c'est en connaissance de cause, Ouais, c'est sûr. On a touché à plein d'autres points qu'on avait débunkés dans les 60 secondes, mais il y en a un dernier parce que moi puis Frank, on a un débat, OK, sur Asti, A.G. Greens, puis les... yeah! Ouais, OK. Les Greens, cool. A.G. Greens, grosse compagnie. Je veux l'état du débat. L'état du débat, ben, on saillit, dans le fond. Non. Classique. À la base... Non, mais là, en plus... En tout cas, vas-y. Là, mais à la base, moi, j'avais essayé AG1 puis tout ça, mais là, je suis plus avec AG1 non plus. Non, là, t'as switché au mien, c'est ça? Ouais, OK. Dans le fond, il y a une fille chez Shop Santé, elle me dit, je suis à maîtrise en microbio, je sais pas trop. Quelque chose qui a fait, vous m'inspirez confiance. Et elle m'a expliqué que les greens que j'achetais de Believe ou de whatever avaient pas d'enzymes digestifs ou quoi que ce soit. Puis moi, j'étais comme, la majeure... La principale raison pourquoi je consomme ça, c'est pour essayer de timer mon moment pour aller aux toilettes le matin, Je pense que je consomme assez de légumes et de fruits. Là, je me rappelle de ton explication des jauges de supplémentation et tout. J'étais comme, bon, quand j'en manque, j'en aurai de plus, puis sinon, c'est pas si grave. Je peux me le permettre financièrement, fait que ça me dérange pas. Mais... Là, j'étais genre, ben, ok, parce que je comprends, il y a des meilleurs greens que d'autres. Puis là, j'en ai parlé avec François, j'étais comme Crème AG1, je me suis fait dire que, ou comme Believe, d'autres marques comme ça, qui n'étaient pas des formules complètes. Puis là, ça m'a amené à me dire, Crème, ça veut dire qu'il y a plein de suppléments, dans le fond, qui sont pas égaux nécessairement, tu sais. Fait que là, les suppléments sont pas tous égaux, c'est une base, mais tu sais. En termes de complet ou incomplet, ça dépend juste de c'est quoi l'objectif de ce supplément-là. Moi, c'est ça. Moi, personnellement, je mange pas beaucoup de fruits. Je mange des légumes, mais je mange pas beaucoup de fruits, fait que je vais rechercher des vitamines et minéraux que du c'est pour ça que là, au final, j'avais dit, ben, comme cette formule-là, elle est plus complète. Tu sais, comme dans AG1, t'as sûrement probablement ce que t'as, puis là, je parlais 100% à travers mon chapeau, puis à travers le chapeau de la fille qui m'avait dit quelque chose. Donc là, il y a un 75 chapeaux, là. Mais j'étais juste. Ouais, c'est ça. Mais j'étais juste comme, ben, d'après moi, tu sais, il y a une bonne supplémentation pour ce qui pourrait couvrir l'équivalent d'une consommation de fruits et légumes. Mais il te manque un petit truc de plus qui, normalement, est ce qu'on cherche dans les greens, ou du moins qu'est-ce qui est marketé autour des greens, que ben ça va aider à ta digestion, ou à ta flore intestinale, quoi que ce soit. Est-ce que j'avais un peu raison de dire ça, ou pas? Ben oui, t'as raison, mais... C'est là, on peut arrêter de ça depuis Je veux dire, est-ce que c'est ça qui devrait te vendre les greens? Non. Ouais. Genre, puis cette différence-là, pour moi, elle passe à côté du fait, genre, de l'éléphant dans la pièce des greens, là. Tu manges pas assez de fruits et de légumes. T'as de la misère justement avec ta fréquence d'aller à la selle ou timer ta selle le matin. T'as pas besoin d'un supplément de greens au complet. Là. Si t'as besoin d'enzymes digestives,
il y a des enzymes digestives qui existent. T'sais. Pour les gens qui se font faire des opérations puis des affaires de même, ça existe puis ça aide justement à digérer en général. Puis peut-être c'est un manque de fibres solubles que tu as besoin. Les greens, c'est un melting pot de plein d'affaires qu'on a fait. Ah, ça serait utile ça, ça ferait utile ça, ça ferait utile ça, ça ferait utile ça, ça ferait utile ça. Ah, écoute pas encore assez cher, ça serait utile ça, ça serait utile ça. Un petit peu plus cher, on va y mettre ça jusqu'à temps que ça te coûte un abonnement. Puis que finalement, tu ressentes probablement des effets positifs de ça, mais qui seraient solvables ou qui pourraient être résorbés par plein de choses alimentaires qui coûtent 1000 fois moins cher. Il y a un côté économique dans toutes mes recommandations, parce que techniquement, si tu as infini d'argent, puis un chef à la maison, puis tout ça, ben, tu pourrais te faire tout le temps des lunchs parfaits, puis etc. Fait que, mais moi, j'ai beaucoup de bémols avec les greens. Là, tu m'as dit, si tu m'as écouté dans un autre podcast, c'est sûr que tu m'as entendu parler. Pour moi, les greens servent à des exceptions, à des catégories, puis même les suppléments vitamines et minéraux, c'est pas à tout le monde. C'est vraiment à des catégories de personnes et des contextes aussi. Par exemple, les greens peuvent être intéressants pour, là je dis greens, les suppléments en vitamines et minéraux et en fibres et en probiotiques et en plein d'affaires peut être intéressant si tu es dans une longue période où tu n'as pas le contrôle sur ce que tu manges du tout puis que c'est hyper pauvre en fruits et en légumes. Si tu es dans ta vie de tous les jours, le move, tu as une motivation pour pouvoir prendre des greens parce que probablement que tu veux régler quelque chose. Cette motivation-là, il faudrait que tu l'utilises à justement essayer de développer ton habitude à intégrer les fruits aux collations, mettons. Fait que c'est comme la béquille qui va pas régler ton problème à long terme parce que sinon, tu acceptes d'être abonné à ça à vie. Si tu décides de dire « je ne veux pas développer l'habitude, je vais juste prendre la béquille à chaque fois ». Fait que ça, c'est comme le premier aspect. Puis ça s'applique aussi, mettons, pour les femmes enceintes, par exemple. Il y a des cas comme ça où les gens alités à l'hôpital, ben oui, on a besoin de suppléments de vitamines et minéraux parce qu'ils vont être en carence, ils vont être en déficience de certains trucs. Fait qu'on veut les mettre corrects, puis qu'ils se sentent bien, puis qu'ils puissent être prêts pour guérir. Un athlète de très haut niveau qui est dans un camp d'entraînement, qui n'est pas capable physiquement de rentrer la nourriture qu'il a besoin avec ce qu'il faut, ben peut-être ça peut être intéressant d'avoir justement un supplément complet. C'est pour ça, tu sais, je suis vraiment... T'es en camp d'entraînement. Non, mais tu sais, au niveau où est-ce que, mettons, tu as les moyens, alors ce que je comprends, ultimement, si tu as les moyens de te le permettre, puis que tu veux pas nécessairement changer l'habitude, c'est comme chill. Oui, mais c'est vraiment de dire genre tu veux pas commencer à bouger puis à la place tu veux prendre de la metformine pour réduire ton cholestérol. Bon, okay, j'exagère là, mais tu sais c'est comme vraiment de prendre la béquille ou le plaster ou tu sais oui là, t'as raison, mais c'est-tu ça qu'on veut? Puis ton objectif de base là, par le sport, c'est d'atteindre une performance, atteindre un niveau de fitness physique qui est élite. Ça passe par ça. Là. C'est comme tu fais plein de sacrifices ailleurs. Pourquoi celui-là, justement, tu tournes le coin rond finalement? Fait que je vous invite, moi, à voir l'effet de faire un mois sans vos greens parce que oui, vous avez en ce moment probablement un effet des prendre. T'sais. Au niveau des fibres solubles qu'ils mettent dedans, même des probiotiques. Ben, de ne pas le prendre, puis de genre essayer de sentir ce feeling-là de merde, on va dire, puis là, d'après ça, d'aller essayer de le rétablir par l'alimentation, tu sais, avec peut-être l'aide d'un nutritionniste ou peu importe, ou même juste en augmentant grandement votre consommation de fruits et légumes, puis toi de fibres solubles par quelque chose d'autre, ben, de faire ce move-là, puis de voir si je suis capable d'atteindre le même niveau finalement par l'alimentation. Si la réponse est oui, ça va être extrêmement bénéfique pour votre quotidien, là, puis votre portefeuille finalement. Ouais. Fait que là, moi, ce que j'ai compris dans ce podcast, il y avait beaucoup de choses. Hein? Un peu moins léger que des podcasts avec des humoristes pis tout, mais... Ouais, c'est ça, on a moins dérapé dans... mais man, pour vrai, moi, je t'écoutais, puis je veux dire, j'aimerais avoir eu cette discussion-là plus jeune un peu, puis je suis pas vieux, là, Chris, là, j'ai pas 25 ans comme toi, puis tout ça, puis là, j'ai peut-être des mauvaises habitudes alimentaires. Tu sais, je pense que je mange bien, mais comme justement, je mange pas assez de fruits, j'en donne plus à mes enfants qu'à moi, des fruits. Là, classique. Fait que, mais tu sais, faudrait qu'on le teste, effectivement. Les greens, je trouve que ça fait quoi, 5 mois là, à peu près que j'en prends, puis tout, puis je sens que sur de l'énergie, des choses comme ça m'aide. Moi, j'ai jamais eu de problème de flore intestinale. Là. Mais toi, tu aurais peut-être des bénéfices à avoir, par exemple, un supplément probiotique. Tu sais, je suis pas... contre la supplémentation en général. Non. Je me supplémente moi aussi, mais c'est vraiment de viser un contexte, de viser un type de demande, justement la femme enceinte par exemple, des choses comme ça. Fait que c'est de pas juste faire c'est bon pour tout le monde donc je vais en prendre, si tous les athlètes font ça, j'en prends.
A1 Green, là, c'est un énorme coût marketing. Là. Les produits identiques, il y en a plein. Là. Puis c'est comme, OK, eux autres, ils l'ont marketé athlétique, tu sais, mais l'affaire avec le marketing un peu BS, genre du Pharmaprix, là, c'est probablement similaire si tu y ajoutes un supplément de probiotiques. Tu sais, c'est comme, ça revient au moitié du prix probablement. Fait que il y a vraiment un côté du marketing du bien-être qu'on appelle, là, puis genre de la suroptimisation, puis qui vient targeter exactement ton type de personnalité, puis mon type de personnalité, puis probablement le tien, puis de tout le temps vouloir me sentir mieux, tout le temps vouloir être meilleur, tout le temps vouloir, tu sais, ce genre de course-là infinie, là, puis quasiment même dans un effet placebo où probablement que mon supplément il fait fuck all live, puis je ressens quand même un effet de bien-être à le prendre, tu sais. Ouais. On le remarque full, là je dérape, là, non, c'est infini mon affaire, mais dans les études, tu sais, le fait de prendre un supplément ou juste de voir un professionnel de la santé fait que les gens se sentent mieux, peu importe c'est quoi la recommandation qu'ils vont leur faire. Là. C'est fou, hein? Tu viens dans le bureau du nutritionniste, puis tout le long, il dit bla 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 bla, aucun mot en français. Là. Il a vu, non, j'exagère, mais il a vu un nutritionniste, il va mieux se sentir, il va faire attention à son alimentation, il va avoir un meilleur sommeil, il va être plus présent pour sa famille. Puis là, c'est comme, le nutritionniste, il a dit n'importe quoi. Là. Ou la pilule de sucre vide qu'on lui a donnée pour placebo, ça vient de changer sa vie. Mais ça a changé sa vie parce que il a pris un supplément qu'il doit prendre à tous les jours. Donc, à tous les jours, il y a un moment où il doit se dire « Je prends quelque chose qui m'aide à ma santé, m'aide à mon bien-être. Donc, pourquoi je ne ferais pas un 30 minutes de marche de plus? Pourquoi je ne me coucherais pas une demi-heure plus tôt? » Puis là, finalement, l'effet de la pilule de sucre, c'est pas le sucre qu'il y avait dedans. C'est littéralement juste l'habitude de penser à son bien-être une fois par jour que créer l'habitude de prendre un supplément. La grande majorité des effets, pas dans les études, mais qu'on ressent au quotidien à prendre un supplément, vient de ça finalement. Pourquoi tu penses que t'es ici aujourd'hui? Non, mais je me sens mieux! Non, mais c'est full vrai, puis c'est tellement... Moi, c'est un truc sur lequel je me suis questionné longtemps. Quand j'ai commencé à faire du sport, je voulais partir genre une business de motivation d'entraînement sportif, là, genre même pas d'entraîneur, mais juste de gens qui allaient comme être là pour encadrer les gens dans le processus. Puis je trouvais ça plus pertinent que de revendre des plans que le monde botche sur Internet ou whatever. Comment tu motives les gens à bien... Tu sais, c'est sachant que dans le fond, c'est un effet placebo. Tu sais, ultimement, faut un truc qui est... Moi, j'avais entendu Marc Fitt dire sur un podcast à un moment donné, je sais que je vais être démotivé, fait que je me time des moments dans ma semaine où est-ce que je crains ma motivation. Par exemple, moi, depuis que je fais ça dans le sport, ça m'aide énormément. Tu sais, consommer du contenu de sport, peu importe, c'est quoi, jaser avec d'autres sportifs. T'as-tu des tips and tricks, mettons, en terminant pour rapper, là, pour vrai, là, mais tu sais, c'est un sujet de recherche, c'est moins sexy, mais la promotion des saines habitudes de vie, c'est 100% ça que ça veut dire. Puis c'est étudier de comment on peut, justement, chez les jeunes, chez les moins jeunes, promouvoir le sport, Puis tu sais, dans le monde des médias sociaux, c'est la façon sexy de le dire, ça. Genre le gym, le grind, la motivation, tout ça, mais basically, c'est la même chose pour, mettons, la genre de pub financée par le gouvernement, un peu quétaine, qui s'adresse aux 50 ans et plus, qui leur dit de marcher plus, mettons. C'est la même affaire. T'sais. C'est une question de motivation, c'est une question de discipline aussi. Il y a tout ce côté-là qui rentre en compte. Mais pour chaque personne, ça va être assez différent qu'est-ce qui va les rejoindre. Il y a des catégories de gens. Fait que, pour répondre à ta question, c'est comme pour motiver à bien manger, c'est pas le message pareil à tout le monde. Par exemple, les gens qui vont se surrestreindre, qui vont être dans la suroptimisation, qui sont déjà dans ce rabbit hole-là, la façon de les encourager à mieux manger, c'est pas de genre continuer à creuser le trou avec eux puis de renforcer leurs fausses croyances sur plein de suppléments puis de suroptimisation. Mais la personne qui a aucun intérêt pour le sport, a justement des marqueurs de santé tout pétés, mange vraiment pas bien, mange tout le temps au restaurant, elle, c'est complètement différent la façon qu'on va vouloir lui faire promouvoir l'activité physique. Souvent, c'est des gens qui vont pas le savoir, l'effet que ça peut avoir sur eux. Fait que, ils se disent que leur état, comme qu'ils sont pas super bien, mais neutre, c'est le normal. Mais là, c'est de les informer sur « Hey, tu pourrais vraiment te sentir mieux si tu faisais telle affaire. » Puis, tu sais, pas juste le dire, là, de leur faire vivre. Fait que, des activités de groupe, des affaires de même. Fait que l'activité de groupe pour marcher une demi-heure, l'athlète de super haute performance qui est dans un trouble alimentaire, c'est pas la même façon que je le motive. Là, on est dans deux spectres complètement différents, mais c'est pour exprimer le fait que c'est assez vaste. C'est pour ça que ce qui se fait sur les médias sociaux, en général, ça s'adresse à une niche, à un public, puis c'est rarement mauvais quand l'intention est de promouvoir la santé et l'activité physique. C'est juste que ça peut être mauvais dépendamment où ça tombe. T'sais. Genre,
je sais pas moi, il y a je vais vraiment nommer personne, là, mais des discours d'experts en nutrition ou des fameux microbiologistes. Si on l'entend vraiment souvent. Là. Du monde qui ont fait de la microbio puis que genre ils reviennent puis après ça ils sont experts en nutrition. Là. Mais ça leur enlève absolument rien. Mais tu sais, des discours sur justement un peu de la suroptimisation de genre, je sais pas moi, les pâtes c'est moins bon que le riz, puis le riz sauvage c'est meilleur que telle affaire parce que tel grain de 1000 affaires de gogos de patente. Ça, ce message-là, pour des gens, ça va être néfaste. T'sais. Ils vont encore plus se restreindre, ils vont encore plus tomber dans une préoccupation intense de leur alimentation qui va même pas être bénéfique finalement. Pour aussi la personne qui a jamais entendu parler de grains entiers, elle sait même pas ce que ça veut dire, puis qui justement s'intéresse zéro à l'alimentation, zéro sport, tu vas zéro l'accrocher en disant une affaire comme ça de détail. Elle a probablement juste besoin d'avoir peut-être un guideline sur la fréquence qu'il devrait consommer des légumes dans une journée ou lui donner un objectif de proportion d'assiette en lien avec ça, mettons. T'sais. Fait que il y a des discours sur Internet qui vont être néfastes pour un puis vraiment bénéfiques pour l'autre. C'est la même chose avec la motivation. Là. Le gog and grind, là, fait que, cette attitude-là de genre si t'as mal, continue, puis genre la douleur, c'est genre bon, puis je veux que tu ailles là-dedans. Il y a du monde pour qui c'est la bonne chose, là. Ils sont pris dans leur routine, ils sortent jamais de leur zone de confort. Il y a des gens là, qui sont dans la douche en train de pleurer, le gun ça attend, là, je vais pas rire de quelque chose de très vrai, mais que eux, là, de continuer à leur dire de se faire mal, puis d'aller plus deep, puis de jamais abandonner, sont en genre REDS, là, syndrome de sous-alimentation, sont anorexiques, sont pas bien. Il y a tellement de conditions pour qui ce message-là est horrible, mais ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne, Goggins, de faire ça, ou que ce message-là devrait pas exister. Là. Fait que... En somme, tout est nuancé, tout est beige. C'est l'opposé d'un questionnaire de 60 secondes, oui ou non. Définitivement, mais man, un gros merci d'avoir des bonnes questions avec nous autres. Ciao. Hey, si t'as aimé ce que t'as entendu, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On t'encourage fortement à donner ton opinion, évidemment. Faites des blagues, faites-vous du fun. Passez une excellente journée.